Bien, merci beaucoup de votre présence pour cette nouveau cycle, vu de la fabrique écologique, des controverses écologiques. On avait interrompu ce cycle. Je vous rappelle que les controverses étaient jusqu'à présent, jusqu'à l'an dernier, à la Sorbonne, et que pour des raisons diverses, après une petite interruption, nous reprenons donc ce cycle en partenariat avec Ecocampus de l'École normale supérieure, et on s'en réjouit beaucoup parce qu'on pense que toutes ces controverses que nous avons initiées il y a maintenant 5 ans sont tout à fait utiles et que le partenariat avec une association étudiante est vraiment quelque chose de formidable pour que ce soit le plus intéressant possible. Je vous rappelle la logique de ces controverses, c'est que vous avez devant vous un certain nombre de personnalités qui ont chacune des origines, des travaux, des différents, euh, et que l'objectif, c'est de les faire dialoguer autour d'un même sujet, que ce soit dialoguer en complétant, que ce soit dialoguer en s'opposant, que ce soit dialoguer en précisant, que ce soit, voilà, en tout cas, on les fait dialoguer. Et donc, toutes les controverses sont construites sur cette idée de dialogue entre personnalités, dialogue sur le fond, bien sûr, entre personnalités qui ont forcément des points de vue qui peuvent être différents, simplement parce qu'elles n'ont pas de background ou de cursus ou de positionnement les mêmes sur ces différents sujets. Alors, je vais vous présenter nos intervenants, en commençant donc par Caroline Van Hulst, qui est donc juriste, enseignante-chercheuse à l'Université d'Aix-Marseille et à l'Institut régional du travail, et qui, entre autres thèmes de ces sujets et de son approche, elle nous en parlera évidemment de ses différentes interventions, a une analyse de la convergence entre les risques professionnels et environnementaux. Et donc, c'est un point de départ tout à fait intéressant pour justifier, si tant est qu'il faille le justifier, parce que en réalité, évidemment, ça s'impose, on y viendra, mais cette idée que l'action revendicative pour la transition écologique, elle doit faire la synthèse entre les risques professionnels et les risques environnementaux. Ensuite, j'accueille Fabien Guim-Bretière, et je le remercie particulièrement de sa venue. Fabien est secrétaire national de la CFDT et membre de la commission exécutive, en charge notamment, et l'ampleur du portefeuille impressionne, en charge notamment du dialogue social et de la transition écologique et du développement durable. Je vous rappelle que par ailleurs, la CFDT est un membre actif du pacte de pouvoir de vivre, dans laquelle il y a 60 organisations qui travaillent sur la transition écologique. J'accueille ensuite Alexis Cuquier, qui est doctorant à l'Université de Nanterre en philosophie sociale et politique. Il m'a autorisé de le dire qu'il est adhérent de la CGT, mais bien entendu, il ne la représente pas. Pour rien vous cacher, nous avons invité la CGT, bien entendu, mais qui, pour des raisons d'emploi du temps, n'a pas pu se libérer ce soir. Mais nous sommes très heureux d'accueillir donc Alexis Cuquier, qui a une approche démocratique, je dirais, de la question du travail et de la transition écologique, et nous expliquera évidemment le fond de son analyse à l'occasion de ces controverses. J'accueille aussi François Chartier, qui est chargé de campagne à Greenpeace. Greenpeace, je vous le rappelle, qui fait partie notamment de l'Alliance écologique et sociale qui a été créée en 2020, au début du Covid. François, évidemment, on a pensé extrêmement utile sur un sujet comme celui-là de pouvoir faire dialoguer des syndicalistes, des spécialistes du droit du travail, et puis évidemment des ONG plutôt spécialistes de l'action écologique et environnementale. Et puis enfin Anne Lecor, qui est présidente du Printemps écologique, qui a été créé en 2020 et qui présentera donc son activité au cours de la réunion. Voilà, alors on a décidé de traiter le sujet en deux parties. La première partie, c'est quelle action revendicative à l'intérieur de l'entreprise. Je rappelle quelle action revendicative pour la transition écologique, pour accélérer la transition écologique. L'objectif est bien d'accélérer la transition écologique, ce qui veut dire évidemment aussi
tenir compte des préoccupations sociales des salariés, bien entendu. Et donc, on a voulu diviser en deux parties. La première partie, c'est la façon dont on peut voir aujourd'hui l'action revendicative à l'intérieur de l'entreprise. Et la deuxième partie sera comment apprécier, discuter de l'action revendicative pour la transition écologique dans la société, plus exactement des actions revendicatives, puisque évidemment elles sont multiples, diverses et variées. Ce débat est particulièrement intéressant parce que on voit bien par plusieurs éléments d'actualité que ce sujet est en train de monter. D'abord, nous avons un accord national interprofessionnel en 2023 qui est relative à la transition écologique et au dialogue social. Alors certes, il est sans doute un peu tôt, on y reviendra, il est sans doute un peu tôt d'en faire un premier bilan, puisqu'il date d'il y a 6 mois, donc c'est un peu court, mais ce sera quand même important, y compris par notre ami Fabien, qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que change cet accord finalement dans le processus de négociation sociale dans l'entreprise en particulier, sur l'accélération de la transition écologique. Il est aussi d'actualité parce que, vous l'avez sans doute vu, il y a quand même de plus en plus de salariés qui se mobilisent dans l'entreprise sur des sujets de transition écologique. Je prends encore l'exemple, il y a quelques jours, des salariés de Shell qui ont fait une action revendicative sur la politique de Shell en matière de transition écologique. Et donc, on voit bien que le sujet de la transition écologique est de plus en plus amené à être pris en charge par les salariés, à la fois par conviction personnelle, et ça compte quand même beaucoup. Nous, à la Ferme écologique, on le sait bien, puisque la plupart d'entre nous sommes bénévoles et animons la Ferme écologique par conviction, mais aussi parce que c'est leur intérêt de salariés de se battre sur à la fois les conditions de travail dans l'entreprise et les conditions de travail environnementales, et aussi sur les perspectives d'avenir de leur entreprise, sur la façon dont l'entreprise s'inscrit dans son environnement, dans la société, et sur le fait qu'elle soit porteuse, l'entreprise, d'une démarche compatible avec cet enjeu absolument majeur d'aujourd'hui et de demain, du changement climatique et de la transition écologique. Donc, on voit bien que c'est aussi l'intérêt des salariés. Et ça se manifeste de plus en plus dans l'entreprise, y compris dans l'entreprise, que l'intérêt des salariés est de plus en plus mobilisé sur la transition écologique et environnementale. Voilà donc comment ça va se passer. Et donc, je vais commencer à poser une première question peut-être à Fabien. Fabien, sur ce sujet de l'action revendicative dans l'entreprise pour la transition écologique, peut-être que tu peux nous dire sur ces fameux accords interprofessionnels et la façon dont tu vois les choses en 2-3 minutes, en 3-4 minutes, puisque évidemment, je rappelle, l'objectif, c'est que chacun aura évidemment l'occasion de rebondir sur les interventions des uns et des autres. Fabien, à toi la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur cet accord interprofessionnel d'avril, auquel j'ai participé à cette discussion, il faut savoir que ça découle directement des prérogatives de la loi, de ce qui est inscrit dans la loi climat et résilience et qui offrait au CSE des nouvelles prérogatives en matière environnementale. Or, on se rend compte que des deux côtés de la table, souvent, il y a beaucoup de mal à se saisir de ces sujets. Il y a un manque d'acculturation, il y a un besoin d'acculturation du moins. Et il y a des discussions qui avaient commencé avec les organisateurs, dans le cadre de l'agenda social autonome, des discussions qui avaient commencé avec le patronat pour voir un petit peu comment on pouvait réussir à impulser quelque chose pour que tout le monde puisse se saisir des enjeux et être outillé pour pouvoir aborder ce sujet dans les CSE. Et donc, c'est l'objet de cet accord qui, alors, certaines organisations syndicales, et je respecte tout à fait, après, c'est des positionnements différents, estiment que ça n'allait pas assez loin. Et effectivement, ce n'est pas une fin en soi, cet accord. C'est déjà réussir à se saisir de ce qu'offre la loi pour agir pour les transitions écologiques dans l'entreprise. Et donc, comme dit une de mes collègues, elle dit, c'est réussir à brancher les bons sujets aux bons espaces de dialogue social et réussir à les faire prendre. Nous, on estime à la CFDT que dans un premier temps, c'est ce dont on avait besoin, mais évidemment que le jour où ça va cranter un petit peu sur ce sujet-là, il faudra évidemment aller plus loin, mais commençons déjà, à la CFDT, on dit souvent que commençons d'abord par passer une marche, par monter une marche, et voilà. Voilà, grosso modo. Alors, Caroline Van Hulst, est-ce qu'on peut dire vraiment
qu'il y a convergence des risques professionnels et environnementaux dans une entreprise? Est-ce que c'est vraiment un élément fort? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des contradictions? Alors d'abord, je peux rebondir, Oui, bien sûr. non pas pour prendre la parole au nom des autres organisations syndicales, mais c'est parce que dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup lu et relu l'accord national interprofessionnel. Et donc, je vous rejoins sur le fait que ça soit un premier pas dans le sens où c'est la première fois finalement que les partenaires sociaux et que les organisations syndicales et patronales se retrouvent ensemble autour d'une table pour parler des problématiques environnementales. Et en tout cas, c'est la première fois qu'il en ressort un texte. De ce point de vue, en effet, ça a le mérite pour les organisations syndicales d'afficher leur volonté d'intégrer dans leur politique et dans leur stratégie les problématiques environnementales. Ça montre l'intérêt aussi pour les organisations syndicales, l'intérêt qu'elles portent aux problématiques environnementales. Et je pense que pour ça, en effet, c'est une première marche. Il n'y a pas les autres organisations syndicales, mais je me permettrai de préciser leur point de vue, puisque j'ai eu aussi l'occasion de les contacter à ces sujets. Et puis, elles ont publié des articles aussi, hein, et elles se sont... effectivement, FO, la CGC et la CGT ont estimé qu'il ne s'agissait pas en fait d'un véritable, pour reprendre leurs mots, d'un véritable accord national interprofessionnel. Pour la CGC, il s'agissait tout simplement finalement d'établir des discussions qui s'étaient tenues autour de la table. Pour la CGT, l'accord ne va pas assez loin dans le sens qu'il ne crée aucune nouvelle obligation, et c'est vrai, il ne crée aucune nouvelle obligation ni aucun nouveau droit pour les salariés et aucune nouvelle obligation pour les employeurs. Et effectivement, cette année, s'il a le mérite d'exister, et je dis bien s'il a le mérite d'exister, parce que c'est important qu'il y ait eu un ANI en tout cas qui est apparu, il faut quand même rappeler que contrairement, on va dire, à l'idée de ce que l'on peut se faire d'un accord national interprofessionnel, il ne crée pas de droit nouveau. Il ne crée pas de nouvelles règles. Il ne sera d'ailleurs pas transposé dans un texte législatif, même s'il va faire l'objet d'un arrêté ministériel d'extension. Donc, il ne va pas modifier les règles du jeu. Il se contente pour les acteurs du dialogue social dans l'entreprise, dans les branches professionnelles, dans les commissions paritaires au niveau territorial, au niveau sectoriel, de rappeler finalement les dispositions juridiques existantes, c'est-à-dire notamment les dispositions de la loi climat et résilience ou les moyens existants pour le CSE, mais il rappelle les dispositifs juridiques en complétant par quelques repères pratiques pour essayer de donner une impulsion dans les entreprises. Voilà. Alors, on va s'arrêter une seconde puisque le débat se noue. On va s'arrêter une seconde sur, en effet, cet accord. Anne Lecor, est-ce qu'on peut dire que cet accord, néanmoins, permet aux salariés de se saisir de quelque chose qui n'était pas forcément sur la table jusqu'à présent? Quel est votre diagnostic? Alors nous, on n'a pas participé à cet accord-là parce que du coup, on n'est pas un syndicat représentatif. Le Printemps écologique, c'est un nouveau syndicat. C'est un syndicat qui a aujourd'hui 3 ans et donc effectivement, on n'a pas du tout négocié au niveau national cet accord. Donc c'est toujours plus facile de critiquer quelque chose qu'on n'a pas fait, clairement. Je pose ça là. Le sujet, ceci dit, est que nous, au Printemps écologique, on a beaucoup de salariés, adhérents, adhérentes, militants, militantes qui, en fait, ont une connaissance assez avancée des enjeux de transition écologique parce que c'est aussi pour ça qu'ils viennent et qui s'emparent de l'outil syndical. Nous, on a beaucoup de militants écologistes, militantes écologistes qui viennent et qui s'emparent de cet outil syndical, qui sont souvent des gens qui n'ont aucune expérience syndicale. Et donc, nous, notre travail, en fait, c'est de les aider, de les former aux enjeux et à l'outil syndical. Alors, la loi climat et résilience, elle a un petit peu légitimé le fait que Printemps écologique existe en disant, bah, tiens, voilà, en fait, effectivement, l'écologie doit devenir un enjeu de dialogue social et les deux sont interconnectés et fondamentaux. Bon, on n'a pas été les premiers à le dire, clairement, mais c'est vraiment pour ça que le Printemps écologique est arrivé. Et du coup, au Printemps écologique, il y a de ça 2 ans,
on a travaillé avec l'Agence nationale. Au moment, en fait, juste au moment où a été publié, a été annoncée la loi climat et résilience, en fait, on a travaillé sur une boîte à outils transition écologique des CSE pour donner tout un tas d'outils très, très concrets. Hein. Je parle de fichiers Excel, fiches, idées de formation, etc. Et donc, qui s'appelle cette boîte à outils-là. Donc, en fait, on a un peu anticipé cet accord. On s'est dit, OK, aujourd'hui, la loi climat et résilience ne donne pas de moyens supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement? Donc, l'accord vient voilà, compléter ça. Le constat reste le même, je pense, que ce qu'on a pu évoquer jusqu'alors. Voilà, donc nous, ça n'a pas changé grand-chose à notre vie, sachant qu'on avait développé déjà une boîte à outils avec plein d'outils très concrets que je vous invite d'ailleurs à télécharger si c'est de votre intérêt. Sur notre site internet, c'est gratuit, open source et vraiment c'est à disposition de tous les salariés, tous les élus et représentants du personnel qui veulent s'en emparer. Merci. Alors, Alex Kiskuki, est-ce que finalement la prise en compte des sujets de transition écologique dans l'action revendicative dans l'entreprise est si naturelle que ça, si on a un peu de réflexion historique? C'est-à-dire que, est-ce que, alors il y a eu des bagarres historiquement dans l'entreprise sur des sujets de protection des travailleurs par rapport à des risques environnementaux, mais on voit bien qu'il y a quand même un problème d'appréhension de ce sujet dans les entreprises. Si on se réfère un peu à l'histoire, quel est votre diagnostic sur ce sujet? Alors, si on renvoie à l'histoire longue, une des choses que j'aime bien dire dans ce genre de débat, c'est que le droit du travail, en réalité, il s'est construit quand même depuis le 19e siècle sur la question principalement de la reconnaissance de la santé au travail. Et la santé au travail, c'est une question écologique majeure. Pourquoi? Parce que dès le 19e siècle, en réalité, une bonne partie des alliances déjà écologiques et sociales, il y en a aujourd'hui, il y en avait déjà hein, contre les pollutions industrielles particulièrement, c'était à partir de l'idée que les travailleurs exposés à ces risques et pollutions étaient les sentinelles pour les habitants et habitantes. C'est elles et eux qui savaient il y avait ces pollutions. Elles et eux aussi qui étaient au contact directement des procédés chimiques pour parler de la pollution, etc. Donc, il y a aussi je viens d'écrire quelque chose là pour mon syndicat, la CGT FERCSUP. Il y a aussi tout un imaginaire en fait qui a séparé les questions sociales, syndicales et écologiques depuis longtemps, qui est assez faux et toute une histoire à se réapproprier jusqu'aux luttes dans l'automobile de Pénin-Roya. C'était aussi des questions écologiques, etc. Donc, d'un point de vue historique, il y a ça, mais il se passe quelque chose quand même de nouveau. Moi, je pars à la fois des urgences objectives. Hein, si on veut dépolluer, décarboner l'économie, il y a un certain nombre de droits et de pouvoirs qu'il faut donner aux travailleurs et travailleuses, et donc il faut aller plus loin que ce qui existe déjà, et même que les propositions, à mon avis, politiques très négligentes de la question du travail qui existent aujourd'hui. Mais il y a aussi les aspirations, et ça c'est nouveau, je pense qu'on va en parler hein, depuis 2-3 ans, le Covid, la pandémie du zoonose, les sécheresses, les canicules, les transformations des conditions de travail, et puis tout le mouvement écologiste qui a réussi quand même à faire bouger les consciences, font qu'il y a une aspiration énorme de la jeunesse. Je peux prendre l'exemple de mes étudiants, il y en a aussi ici. Hein. Si on veut parler des questions sociales, il faut commencer par les questions écologiques, et en réalité dans l'entreprise, c'est aussi comme ça. Donc moi, j'ai tendance à dire il faut partir à la fois de l'urgence objective, je vais prendre quelques exemples à un autre moment, je ne vais pas être trop long, mais aussi de ses aspirations. La question du sens du travail, la question dans tous les secteurs, en fait, il y a plein d'exemples. Récemment, moi j'habite près de Mosinor à Montreuil, j'ai découvert qu'il y avait un collectif éco-déco de personnes qui font des décorateurs de cinéma qui ont, indépendamment des institutions existantes, cherché justement à réfléchir à comment on peut dépolluer leur activité. En fait, il y en a dans tous les secteurs et je pense que c'est aussi à partir de ça qu'il faut réfléchir et proposer. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit signe si vous souhaitez rebondir sur telle ou telle intervention. François Chartier, est-ce que quand même, sur toute une série de sujets, il n'y a pas aussi des contradictions entre, je parle bien de l'action dans l'entreprise, hein, entre parfois l'intérêt des salariés et un intérêt écologique plus fondamental? Alors, il y a des contradictions, mais en fait, ce qu'on a commencé à construire ensemble avec des organisations syndicales et d'autres ONG dans le cadre de l'Alliance, justement, c'est qu'il y a aussi des points de convergence et il y a aussi déjà des constats communs. D'une part, c'est galvaudé, mais arrêter d'opposer la fin du monde et la fin du mois, c'est un peu le point de départ. Mais ça veut dire quoi de manière plus concrète? Ça veut dire que les causes de la casse sociale
On l'a vu dans un grand nombre de secteurs, hein, des localisations. Elles existent depuis des décennies et c'est clairement pas la transition on a vu le débat dans l'automobile. C'est pas la transition qui détruit l'emploi automobile, c'est le modèle libéral du capitalisme qui délocalise, qui est dérégularisé depuis quelques décennies. Et tiens, c'est marrant parce que les causes de la destruction environnementale, de l'aggravation de la crise climatique, c'est justement aussi les mêmes, cette libéralisation, ce modèle capitaliste prédateur. Et donc, en fait, on a le même adversaire. Et ça, c'est un premier point de départ. Ensuite, effectivement, on a énormément de points de divergence, et notamment sur les questions industrielles, de reconversion, sur les questions de choix énergétiques. Un des éléments centraux et iconiques de cette création d'alliance, c'était la CGT et Greenpeace dans une même alliance. Et on sait bien, évidemment, que tout nous oppose sur le nucléaire. Mais en même temps, on a plein de points communs. Et donc, ça nous a permis de dire, voilà, d'une part, on peut produire du contenu commun, on peut être source, finalement, On parle bien dans l'entreprise. Hein. Voilà, dans l'entreprise, mais pour ça, ça veut dire aussi, au lieu de produire simplement, on n'est pas un think tank, on est des organisations qui sont orientées sur la lutte. Et donc, nous, on peut amener une valeur ajoutée à soutenir, nous, ONG, et à porter des luttes communes au sein de l'entreprise. J'évoquerai très rapidement le cas de la Chapelle d'Arblay, qui est cette papeterie sur laquelle on s'est mobilisé avec les camarades de la CGT et les autres organes avec qui on travaille. Et au final, ça a marché, c'est-à-dire qu'on a un projet de reprise de ce site. Là, en ce moment, on est en train de se mobiliser avec notamment les militants de Sudrail sur la question de la défense du fret ferroviaire. On voit bien à quel point le fret ferroviaire, c'est un sujet social et environnemental évident, il n'y a pas d'ambiguïté. Et peut-être de manière plus étonnante, mais finalement, ça fait également sens, on appelle à se mobiliser demain et à manifester, et on l'a fait pendant tout le moment de la séquence des retraites. Et ce qui est complètement nouveau. En gros, il y a un préalable, c'est qu'il n'y a pas de transition juste sans progrès social. Et dans l'entreprise, évidemment. Merci beaucoup, Caroline. Oui, très bien. À la fois parce que vous m'aviez posé la question des risques et ça rejoint complètement vos propos et puis tout ce qui a été dit aussi parce que vous parlez soit de convergence ou est-ce qu'il y a des contradictions ou pas. En fait, moi, je crois qu'il faut remettre au cœur du débat, au cœur de cette table ronde, la dimension sociale du phénomène environnemental. C'est-à-dire comprendre en quoi et pourquoi les salariés sont impliqués ou doivent être impliqués et sont concernés par à la fois les enjeux de la transition écologique, mais aussi par les dégradations environnementales. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut comprendre pour mener une action revendicative. Et c'est cette dimension sociale, à la fois des risques environnementaux, mais aussi, on va dire, des bifurcations écologiques qui nous permettent de comprendre les trajectoires et qui permettent finalement aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui syndicats et ONG finalement se rassemblent et convergent. Alors, la dimension sociale, finalement, j'ai envie de dire, du phénomène environnemental, du phénomène écologique, on devrait dire plutôt les dimensions sociales. C'est-à-dire en quoi et pourquoi les salariés, finalement, sont-ils concernés par ça? D'abord, et je reviens en effet sur l'histoire. L'histoire, c'est la santé. Avant toute chose, les salariés sont concernés par le phénomène environnemental ou par les dégradations environnementales au regard du risque professionnel. Parce qu'on sait très bien depuis tout le temps, et c'était l'origine des premiers mouvements ouvriers de la fin du 19e siècle, c'était justement cette convergence entre les risques professionnels et les risques environnementaux, parce qu'il n'existe pas de frontière hermétique entre ces deux catégories de risques. Prenez l'histoire des catastrophes industrielles. Eh bien, les premières victimes des catastrophes industrielles, ce sont avant tout les salariés. Quand une usine explose, vous prenez l'exemple de AZF, eh bien, quand l'usine a explosé, les premières victimes, ce sont les salariés. Et puis, sans faire de l'ultra-catastrophisme ou sans aller sur on va dire, les phénomènes industriels, prenez l'autre exemple des pollutions qui peuvent être diffuses ou multifactorielles, telles que l'utilisation des produits chimiques, les produits phytosanitaires, les pesticides ou encore l'amiante. Les premières victimes de l'utilisation de ces produits ou de la fabrication de ces produits, ce sont les salariés. Donc, on voit aussi bien les risques liés à ces produits sur l'environnement, mais aussi sur le plan santé au travail. Donc là, il y a un lien très étroit entre l'environnement et le travail, entre risques professionnels et risques environnementaux.
Aujourd'hui, pour aller plus loin, les salariés sont même exposés à des risques qui ne sont pas forcément inhérents à l'activité de l'entreprise. Ça peut être des risques naturels, des événements climatiques, les inondations, des secousses sismiques qui risquent en plus de se multiplier avec le réchauffement climatique. Et donc, on voit bien que c'est un risque extérieur à l'entreprise, mais qui peut porter atteinte à la santé des salariés dès lors qu'ils y sont exposés au cours de leur travail. De la même façon, le dérèglement climatique et la hausse des températures. Aujourd'hui, on a toute une série de rapports de l'ANSES, du CESE, qui fait bien le lien entre l'augmentation du nombre d'accidents du travail ou de maladies, bref, l'augmentation des risques professionnels liés aux variations de température. Donc, on a cette première dimension sociale du phénomène environnemental qui est la santé au travail. Et c'est on va dire, c'est le point de départ de la convergence entre l'environnement et le travail. Et puis, il faut aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire au-delà de la santé. Les conditions de travail, aujourd'hui, il faut en tout cas réfléchir parce qu'elles peuvent être impactées aux conditions de travail des salariés et à l'organisation du travail. Aujourd'hui, si une entreprise, soit de manière volontaire, soit du fait des contraintes et des obligations auxquelles elle doit répondre, elle doit modifier ses processus de fabrication, son modèle de production, elle doit réduire la consommation d'énergie, elle sera amenée à changer de produit automatiquement ou réduire les trajets, par exemple, réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Automatiquement, tous ces changements-là, dans la politique et dans les orientations de l'entreprise, vont nécessiter des réaménagements dans le travail, dans la conduite de l'activité, dans les méthodes de faire, dans les manières d'interagir entre les salariés. Et donc, on voit bien que les salariés, leurs conditions de travail vont être impactées par les politiques de l'entreprise, qu'elles le fassent de manière volontaire ou de manière obligée, parce qu'elles subissent tout simplement aussi les conséquences des effets du dérèglement climatique. Prenez l'exemple du télétravail. Si on met en place du télétravail dans l'entreprise pour réduire les trajets des salariés, eh bien, c'est un nouveau mode d'organisation du travail qui va impacter les conditions de travail des salariés. Prenez, je ne sais pas moi, les travailleurs saisonniers dans les stations de ski, qui aujourd'hui vont devoir renouveler leur activité, renouveler finalement leur métier vis-à-vis des saisons qui sont hautement perturbées par la hausse des températures. Et puis enfin, oui. Dernière chose, pour remettre la dimension sociale et qui montre bien les liens que l'on fait et qu'il n'y a pas d'opposition entre environnement et travail, c'est l'emploi. D'accord. Aujourd'hui, en effet, on voit bien qu'il y a peut-être des secteurs d'activité ou des métiers verdissants, des métiers verts qui vont se développer. Mais on va avoir aussi des secteurs d'activité qui vont être fragilisés. Vous avez parlé de la papeterie, le papier, le secteur industriel. Et tous ces secteurs-là doivent se renouveler à un moment donné. Certains marchent à reculons, mais à un moment donné, ils doivent tous se renouveler. Vous prenez le secteur aérien, même si aujourd'hui le lobbying aérien est extrêmement important et très fort, à un moment donné, le secteur aérien va être touché. Et qui va être touché? Ce sont les salariés, ce sont leurs emplois. Et c'est là où, en effet, il faut concilier transition juste, c'est-à-dire qu'il faut d'ores et déjà anticiper à travers l'action syndicale. Il faut anticiper pour à la fois être le moteur de cette transition écologique, mais qu'elle soit juste sur le plan social et environnemental. La grande difficulté, je vais passer la parole à Fabien, le raisonnement me paraît, moi, à titre personnel, tout à fait juste, mais la grande difficulté, c'est la difficulté du temps. Parce que à court terme, ça veut dire non, à court terme, ça veut dire quand même que la défense à court terme des salariés, ça peut être parfois de garder le modèle existant. Il ne faut pas se voiler la face. Bon, et donc il y a une et c'est vrai que pour préparer l'avenir, moi je suis d'accord, pour préparer l'avenir, il y a des nouveaux métiers, etc. Mais n'empêche qu'à court terme, la défense d'intérêts des salariés, c'est aussi parfois
de défendre les intérêts très concrets de ne pas évoluer trop rapidement sur la transition écologique. Fabien. Je vais vous laisser la parole. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer d'être très, très court. L'entrée de ces sujets-là dans l'histoire, quand ils ont été traités, c'est effectivement les conditions de travail et la santé au travail. La CFDT a écrit un rapport en 1976 déjà qui s'appelait « Les dégâts du progrès » et qui parlait justement alors on n'en parlait pas comme aujourd'hui, mais c'était déjà l'impact sur le travail des changements dus au progrès. Je vais juste revenir sur l'ANI parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Oui, ce n'est pas un ANI normatif et à ce titre-là, il peut être critiquable. Moi, j'ai pas de. C'est un ANI qu'on appelle d'impulsion. Mais ce que je tiens à dire, c'est que si on avait voulu de toute façon aller plus loin, une négociation, c'est un point d'équilibre entre les acteurs et il y avait un refus catégorique des employeurs de créer du nouveau droit. Donc, ça veut dire que si on avait exigé autre chose, il n'y aurait même pas eu cet accord de méthode. Et voilà, c'était juste une clé de lecture. Ensuite, les salariés, oui, les salariés sont en première ligne. La transition écologique, elle se passera essentiellement dans les entreprises et dans les territoires. C'est là que ça se joue. Et donc, on a un enjeu de qualité de dialogue social à tous les niveaux. Et c'est vraiment là que ça se passe. Et les salariés, enfin, on n'opérera pas ces transformations en promettant du sang et des larmes ou en promettant le chaos. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réussir à embarquer tout le monde. Et c'est là que je vous rejoins, c'est là qu'est la complexité, c'est qu'on est à la fois dans une urgence et à la fois dans un besoin d'anticipation, parce que l'acceptation sociale passe aussi par l'anticipation. Or, ce que vous venez de pointer, nous, à la CFDT, j'ai toujours tendance à dire, enfin, les organisations syndicales, je pense d'une manière générale d'ailleurs, on a une force, c'est qu'on représente tout le monde. Cet après-midi, aujourd'hui, j'étais en réunion avec nos mandatés dans les différentes structures qui représentent les territoires et les différents secteurs d'activité, où on parlait des transitions écologiques. Et justement, on essayait de confronter les points de vue. Parce que tout le monde vient avec sa petite solution, en disant on va décarboner. Mais il y a une autre question sous-jacente, c'est est-ce que la décarbonation est suffisante pour les transitions écologiques? La décarbonation, c'est une facette. Et le premier levier, c'est la sobriété. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge nos productions, nos usages, qu'on priorise nos usages et qu'on anticipe ces transformations, parce que je vous rejoins aussi, le problème qu'on a aujourd'hui, et une des raisons, à notre sens, pour laquelle on a du mal à lancer le sujet dans les entreprises, c'est que comment faire pour un employeur ou des salariés de dire eh bien, on va mettre fin à notre activité comme ça. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser en amont le processus. C'est vrai pour l'aérien. L'aérien, moi, je suis intervenu au congrès Air France CFDT. J'ai commencé par leur faire comprendre que croire que parce qu'il y a du SAF et du e-fuel, on va continuer à faire voler plus d'avions. C'est une hérésie. Mais c'est difficile à entendre pour eux et c'est normal, quoi. Donc là, on a un travail à faire qui est pas si facile que ça, mais qu'on doit absolument faire. Alors, je crois que François voulait réagir, puis Alexis. Oui, merci. C'est vrai ce qui est difficile dans l'évolution de tout ça, ça marche, oui. C'est qu'on est pris entre plusieurs étaux. Le on étant à la fois, du coup, le mouvement social et le mouvement écolo. Il y a d'un côté cette narrative, c'est toute cette idée que finalement, la transition va être destructrice d'emplois, toute cette idée que la transition est responsable de la casse sociale. C'est un peu le prolongement finalement de toute cette idée aussi finalement très climato-sceptique, très sceptique, qu'il n'y a que le modèle productiviste qui va être créateur de richesse, de croissance et d'emploi. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut retourner, et il faut le retourner collectivement, pas en opposant justement au mouvement social et au mouvement environnemental. Il y a une autre prise en étau qui est, ne vous inquiétez pas, la solution, elle va être techno. Donc, en fait, on va maintenir le tout le technosolutionnisme qu'on voit apparaître sur la question de la transition énergétique, qui est vendu comme étant, c'est bon, ça va permettre d'arriver à la neutralité carbone, et c'est bon, ça va permettre de maintenir l'emploi. Et on voit bien que, de toute façon, historiquement, le modèle productiviste a fait que détruire de l'emploi. Et on a un autre élément, sur lequel je voudrais insister, et qui est hyper important, et qu'on a vu émerger ces derniers temps, c'est on est dans un contexte d'une répression politique, policière, etc., extrêmement forte, et du mouvement social et du mouvement écolo.
dans l'entreprise et à l'extérieur, et dans les luttes sociales de grande ampleur. On l'a vu encore récemment sur la question très sociale et écolo, de la question des bassines, par exemple. Et ces éléments-là, d'une certaine manière, imposent le fait qu'il faille travailler ensemble et porter ensemble des solutions dans des luttes concrètes dans l'entreprise et dans le débat public. Oui, une des choses, il me semble, dont il est trop peu souvent débattu, c'est aussi de dire, il n'y a pas que les questions des emplois verts, il y a la question, mais là, on est plutôt d'accord en fait, hein, il y a une question d'écologisation de tous les secteurs. Et si on veut écologiser tous les secteurs, je reviens sur cette idée, il faut des nouveaux droits et des nouveaux pouvoirs, et évidemment, le patronat n'a pas envie. Prenons un exemple que je prends souvent. On dit c'est la Confédération paysanne qui dit ça, mais d'autres disent ça aussi, 1 million de paysannes en France en plus. Le problème, c'est que quand on fait une redirection écologique de l'activité, et c'est vrai dans tous les secteurs en réalité, on a des nouveaux problèmes de pénibilité, des nouveaux problèmes économiques, il y a des pertes de récoltes quand on passe en agroécologie. Moi, je discute pas mal avec des ergonomes qui accompagnent en fait ça. Il y a un problème de temps, énorme problème de temps pour se former. Pouvoir se former. Personne ne forme aujourd'hui de manière satisfaisante les personnes qui veulent passer à l'agroécologie. Voilà. Et il y a un problème de temps pour pouvoir se former, mais pour pouvoir aussi enquêter sur les besoins localement, enquêter aussi sur les manières traditionnelles ou alors moins traditionnelles de pouvoir éviter les pertes de récolte. Donc, on a besoin de nouvelles formes de solidarité. C'est pourquoi, et je lance un petit peu il y a un certain nombre de revendications et de propositions classiques du syndicalisme qui doivent être retravaillées d'un point de vue écologique et d'autres qui doivent être mis en avant. Typiquement, la sécurité sociale professionnelle ou alors le nouveau statut du travail salarié, comme on l'appelle à la CGT, c'est quelque chose d'absolument important. Si vous n'avez pas ça, sérieusement, les paysans et paysannes arrêtent au bout de 2-3 ans l'agroécologie. Si vous n'avez pas une sécurisation de vos revenus, si vous n'avez pas une nouvelle forme de sécurité sociale, soit de l'alimentation, c'est intéressant, soit au niveau professionnel, personne ne le fera en réalité. Et donc, il y a un côté, j'essaye aussi de dire des choses un peu plus provocatrices parce qu'on est tous trop d'accord jusque-là, il y a un côté extrêmement technocratique et bureaucratique des plans de planification écologique en disant on va faire plein d'emplois verts. Mais les gens qui vont se retrouver à faire ce travail, et pareil pour faire de la rénovation thermique, ils vont avoir des sérieux problèmes. Si on ne les accompagne pas, ils vont arrêter de le faire et on risque même d'avoir des catastrophes en réalité, des gros problèmes. C'est pareil pour tous les secteurs. Prenons un plan de sobriété à l'université, on a ça. Si c'est complètement construit par en haut sans les usagères, les usagers et les travailleurs, c'est n'importe quoi. Et de fait, je le dis aussi, voilà, moi je suis à Poitiers, donc maître de conférence, c'est n'importe quoi les plans de sobriété énergétique aujourd'hui à l'université. Parce que ce n'est pas du tout à partir justement du savoir, des savoir-faire, des points de vue et de l'expérience des travailleurs et des usagères et usagers. C'est pourquoi aussi, il y a plein de propositions nouvelles qu'il faut mettre en avant. Le droit d'alerte et le droit de retrait avec droit à une expertise immédiate en cas de risque pour la santé ou l'environnement, c'est fondamental. Personne ne propose ça. Le fait de transformer les CSE d'un point de vue plus écologique, on y est un petit peu, la CFDT, CGT, mais ça ne va pas du tout assez loin, notamment parce qu'il n'y a pas de droit de veto suspensif. En fait, il y a beaucoup de revendications assez immédiates, sans parler de choses à plus moyen terme, de planification écologique à partir des besoins, etc., qui pourraient être mises en avant. Et je le répète, là on parle de syndicalisme, mais il faut écouter les syndicats, les travailleurs et travailleuses, y compris pour voir le côté complètement technocratique et bureaucratique d'une bonne partie des propositions politiques en fait, de planification écologique, de la gauche écologique et sociale, qui ne prennent pas du tout en compte, qui ne prévoient pas d'associer les travailleurs et travailleuses, ni d'ailleurs les habitants et habitantes. C'est tout à fait compatible avec ce technosolutionnisme. On peut partir des rapports du GIEC aussi. Il y a un gros problème avec les rapports du GIEC, les travailleurs n'existent pas. Il n'y a aucune réflexion encore, même si les économistes commencent un petit peu, certains critiques à venir, sur les impacts de ce qu'on est en train de proposer dans les scénarios 5, par exemple, sur les conditions de travail. Scénario 5, c'est en gros, on continue à augmenter jusqu'à 2 degrés, et puis à partir de 2050, on a de la capture et séquestration de carbone. Mais qui va faire ça? Au détriment de qui? Il y a vraiment une réflexion importante à avoir sur le rôle des travailleurs et travailleuses, des conditions de travail et sur le fait d'associer, de donner des droits et des pouvoirs sur l'entreprise, et évidemment en rapport avec les citoyennes, citoyens dans les territoires.
Alors, merci de cette intervention. C'est vrai qu'on est à la convergence des deux parties de notre table ronde, hein, à la fois à l'intérieur de l'entreprise et dans la société. Et c'est vrai que quand on regarde les choses, c'est assez extraordinaire de voir à quel point la planification écologique, aujourd'hui, en tout cas dans le débat public, a oublié les travailleurs et a oublié, alors les entreprises, pas tout à fait, mais les gens qui travaillent dans l'entreprise, oui. Bon. Et or, c'est quand même eux les mieux placés pour impulser un certain nombre de changements, ou pour en tout cas, et c'est absolument indispensable de discuter de changements, que ce soit discuté à leur niveau de changement. On voit bien que la planification écologique commence, et encore, je suis assez interrogatif dans les collectivités locales, hein, parce qu'elle est probablement dans une version extrêmement centralisée. En réalité, bon, il paraît qu'elle va être déclinée dans les collectivités locales, très bien. Ça va être, bon, l'enjeu me paraît un peu compliqué, mais bon. Mais on ne voit pas de déclinaison dans l'entreprise ou avec les partenaires sociaux. Alors peut-être que, je sais pas, Fabien veut réagir là-dessus ou d'autres, hein. Oui, ou Anne, ensuite, oui. Non, ça ne fonctionne pas? Peut-être qu'il a été éteint en passant. Pour ça, prenez le mien. Bien. Merci. Oui, sur la planification écologique, alors, là, pour le coup, à défaut que ce soit extraordinaire, on peut dire qu'il y a quand même eu quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui a été co-construit, enfin, comment dire, c'est sûrement largement perfectible, mais au moins, on a eu quelque chose qui a été co-construit dans le temps et qui nous donne aujourd'hui des chiffres sur lesquels s'appuyer pour accrocher du revendicatif. Donc, le travail qui a été fait, il n'est pas dans la manière de dire ça va peser à 50% sur les entreprises et tout ça. Il y a sûrement des chiffres qui sont un peu contestables. En tout cas, aujourd'hui, nous, à la CFDT, on considère qu'on peut s'appuyer dessus, y compris pour dire sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, ça a au moins le mérite d'exister pour ça, comparé, par exemple, où on porte un regard un peu plus critique sur ce qui est sorti du CNR, mais on considère quand même que ce qui a été fait sur la planification écologique, c'est un petit peu différent. Sans en faire l'apologie, mais c'est quand même mieux, il y a quand même des fils à en tirer. Planification écologique, la question aujourd'hui, c'est le passage à l'action, en fait. Parce que quand on parle des entreprises, maintenant, c'est quelle place on va laisser au dialogue social dans les entreprises pour mettre en œuvre cette planification écologique. Donc oui, il y a un oubli dans la planification, mais en tout cas, nous, on a rencontré le secrétariat général à la planification écologique, on leur a rappelé avec force. J'étais au CNR quand le gouvernement a présenté les résultats, les travaux de la planification écologique, où le ministre de l'écologie, Béchu, a dit « je vais faire le tour des collectivités ». Bon, on ne reprend pas la parole après un ministre, mais les collectivités, le dialogue social territorial, ce qui va se passer dans des bassins d'emploi, ça ne se fera pas sans les travailleurs et les travailleuses et les agents aussi de la fonction publique, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, mais l'État aussi a quelques obligations en la matière, il ne faut pas les oublier, quoi. Et donc, dialogue social territorial, les collectivités, les régions, les bassins d'emploi, on a vu la lettre de cadrage du préfet, ça ne nous convient pas parce qu'on n'est pas dedans. Donc, on part avec notre bâton de pèlerin pour être dedans, parce qu'on considère que c'est inouï d'oublier les organisations syndicales dans ce type de travaux qui sont absolument fondamentaux. C'était le sens de mon intervention, c'est-à-dire autant les objectifs, parce que la planification, pour le moment, c'est des objectifs. Les objectifs, on peut s'appuyer dessus, ça c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, dès qu'il s'agit en effet de la modalité concrète des décisions, là, quand même, les travailleurs disparaissent, hein, pour le moment en tout cas. Peut-être que ça va changer, mais pour le moment, et en tout cas, ils ne sont pas très présents. Anne. Ouais, je voulais revenir sur plusieurs points. Et le premier, c'était il faut qu'on embarque tout le monde. Alors, pas forcément, parce qu'il y a certaines personnes qu'on n'embarquera pas.
ou en tout cas pas dans le délai où il faut qu'on soit. Parce que je pense qu'en fait, on est face à une urgence et qu'à un moment donné, on ne va pas embarquer tout le monde. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est démocratiquement décider de la direction dans laquelle on va. Et ça ne veut pas dire embarquer tout le monde. Et je pense que ça, c'est important parce que embarquer tout le monde, moi, à mon sens, mais je pense que c'est un élément de langage, mais il y a cette question de, en fait, dans l'entreprise, il y a un rapport de force qui se fait aujourd'hui entre les salariés et les directions, et notamment sur ces sujets-là. Sur la question de la planification écologique, si je regarde un petit peu les entreprises, il y a par exemple les entreprises cotées en bourse en Europe, il y a 5% seulement de ces entreprises qui ont une trajectoire climat alignée avec les accords de Paris, Carbon Disclosure Project, qui a sorti cette étude il y a moins d'1 an. Donc on voit bien que les entreprises sont pas du tout sont pas du tout trop sur la bonne trajectoire, quoi. Et nous, ce qu'on remarque dans les entreprises, c'est que même dans les entreprises, dans les grands groupes notamment, où il y a une feuille de route climat, bon, certes, qui ne va pas au niveau des objectifs, en fait, on voit des choses mais complètement aberrantes sur plein d'aspects. Souvent, déjà, il y a une concentration de certains plans pour rassurer les salariés. Ça veut dire que presque un des premiers objectifs maintenant de la RSE, c'est d'essayer de rassurer les salariés en leur disant oui, notre activité, elle est polluante. Oui, notre activité, en fait, elle n'est pas compatible, mais vous inquiétez pas, on s'en occupe. Donc, il y a beaucoup de communication qui est faite auprès des salariés, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est presque un combat aussi d'idées et de messages, en fait, pour essayer de dire, en fait, voilà, sur cette activité, on est quand même assez certain qu'il y a un moment donné, il va falloir la transformer radicalement. Donc, c'est aussi un sujet de culture d'entreprise et de comment est-ce qu'on amène un discours qui soit critique par rapport à la direction. Et ensuite, nous, ce qu'on voit sur tous les plans climat qui peuvent être amenés notamment dans les grands groupes, c'est que souvent, alors à la fois, ils ne sont pas à la hauteur et à la fois, ils sont extrêmement simplistes. Je prends un exemple, Microsoft, qui est un gros groupe qui va avoir des filiales sur plein d'aspects, sur plein d'activités différentes, le jeu vidéo, voilà. Le plan s'appuie principalement sur de la compensation. Donc, en fait, ils vont planter des arbres, si je caricature. Donc, on est quand même sur une problématique où on se dit, ça ne marche pas, en fait. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne vient questionner l'impact des activités et de ce qu'elles sont vraiment et à quoi elles servent. Dans un autre gros groupe de l'agroalimentaire, on passe tout sur de la biomasse pour produire des aliments pour animaux. En fait, à ce moment-là, ça s'applique sur toutes les usines de tout le groupe et c'est une catastrophe écologique à la fois pour la biodiversité et ça s'applique de façon uniforme, sans beaucoup de réflexion, à plein de contextes différents, sans prendre en compte la dynamique territoriale. Je reviens sur cet aspect-là parce que c'est méga important. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des plans qui n'ont pas de sens au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau des individus. Et je pense que effectivement, tu parlais tout à l'heure, pardon, je te tutoie. Tu parlais tout à l'heure des salariés qui pensent que leur intérêt propre, il peut être parfois mis en contradiction avec ça. On est, par exemple, dans une entreprise de l'aéronautique. En fait, il y a beaucoup de salariés qui peuvent penser que l'avion vert, ça va exister, enfin bref. Mais il y a aussi beaucoup de salariés qui sont très inquiets parce qu'ils savent très bien que leur industrie, elle n'est pas compatible et qu'il va falloir la transformer fondamentalement et que si rien n'est fait, en fait, ils vont être les victimes de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va y avoir un truc qui va leur tomber dessus, une loi, voilà, tac, paf, transformation, et puis en fait, ils vont être laissés sur le carreau. Et je pense que vraiment, moi, je vois des salariés qui, là, si je reprends le cas de ce grand groupe industriel, aujourd'hui, on a des salariés dans une usine où on a, et je parle à Loïc aussi, qui a été en stage avec nous, qui a travaillé sur ce sujet-là, en fait, on a des salariés qui se sont mobilisés dans leur usine pour contrer un projet industriel de changement de chaudière. Et en faisant ça, ils mettent en question leur travail et leur emploi. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de salariés qui vont se dire, mais en fait, moi, je préfère vivre sur mon territoire avec des forêts, une biodiversité qui me permet de vivre correctement que d'avoir un emploi mortifère. Et je pense qu'il faut donner c'est le moment où on parle de cette planification et c'est ce moment-là, c'est qu'à quel moment on pense avec eux
le futur de ce qu'ils vont faire et comment est-ce, parce qu'on a besoin de toutes les compétences pour enclencher une transformation écologique. On a besoin de tellement de compétences, tellement d'énergie, tellement de bras, tellement de cerveau, que je pense que c'est très dommage de, dès maintenant, se dire attention, il faut y aller doucement, etc. Je pense qu'il faut y aller. Les gens, ils savent très bien, en fait, qu'on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, on explique, et en fait, c'est très concret. Donc, je pense que l'entreprise, c'est un endroit comme un autre, et les gens sont très clairvoyants sur l'avenir de leur industrie, l'avenir de leur métier, et sont en forte dissonance cognitive aussi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens au printemps écologique qui sont en mode, mais en fait, j'ai conscience de l'urgence écologique, de l'impact potentiel que ça peut avoir sur moi, et en même temps, j'ai envie que mon entreprise bouge sur cet aspect-là parce que j'y tiens. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, et notamment sur cette question de planification, en challengeant aussi les entreprises sur leur plan climat qui, aujourd'hui, sont très loin du compte. Alors, Caroline, peut-être, est-ce que le problème finalement, c'est quand ce débat n'a pas lieu dans l'entreprise? Parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où c'est le plus inquiétant pour tout le monde, c'est quand on sait très bien, parce que les gens, ça se sait, qu'on sait très bien qu'il y a des menaces importantes à terme pour l'emploi dans une entreprise, etc., mais que le débat n'a pas lieu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas la direction ne souhaite pas forcément ce débat, et que les salariés préfèrent finalement ne pas trop débattre de ça parce que c'est un peu inquiétant. Est-ce que finalement, l'important, dans un premier temps en tout cas, c'est que ce débat ait lieu dans l'entreprise ou dans la société, mais dans l'entreprise elle-même ou dans les branches? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait ce débat. C'est essentiel. Je crois qu'on ne va pas se contredire sur ça. Maintenant, pourquoi il n'a pas lieu ou il n'a pas eu lieu? D'abord parce que les entreprises, pendant des décennies, elles ont mis en place ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est un concept qui trouve son fondement dans le développement durable et qui s'est développé à partir de démarches volontaires et de pratiques d'entreprises qui voulaient se montrer sociétalement responsables. En développant en fait ces démarches sociétalement responsables à travers des plans, des programmes, des chartes, des codes de bonne conduite, des chartes éthiques, les entreprises ont voulu montrer aussi bien à leurs salariés, mais aussi à la société civile qu'elles savaient elles-mêmes gérer les risques environnementaux qu'elles créaient. Comme ça évitait tout débat finalement. Et ça a participé grandement à ce qu'on appelle du greenwashing et qui a conduit finalement même les autorités, les pouvoirs publics à légiférer sur la manière dont les entreprises devaient prendre en compte les effets de leur activité sur l'environnement. Donc, ce débat, il n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une volonté des entreprises de ne pas l'amener en montrant que de toute façon, elles savaient gérer à partir des années 70-80, et qu'elles savaient gérer, et pour éviter toute régulation étatique et pour éviter aussi tout soulèvement de la société civile, elles se sont mises à élaborer des chartes éthiques dont la valeur juridique, aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à la mesurer. Donc voilà une des raisons pour lesquelles le débat n'a pas eu lieu. Bien entendu, les années sont passées, les décennies sont passées, les obligations se sont renforcées à la charge des entreprises. Et bien entendu, face à ces obligations et aux différents impacts de ces obligations sur leur fonctionnement et leur politique, arrive en premier lieu le débat dans l'entreprise. Avec qui? Avec les salariés, mais surtout par l'intermédiaire de leurs représentants. C'est la représentation finalement élue ou la représentation syndicale qui, avant tout, je dis, doit mener ce débat parce qu'il sera très compliqué de discuter avec chacun des salariés. Alors, quand on est dans une TPE, éventuellement, on peut avoir des discussions, et je ne parle même pas de débat, mais de discussions qui peuvent s'instaurer. Enfin, quand on est dans une entreprise où il y a 2000, 3000, 5000 salariés, vous voyez bien que ce n'est pas avec chacun des salariés qu'on va instaurer une discussion. Donc, ce débat, il doit s'instaurer avec la représentation du personnel, la représentation élue et syndicale. Et c'est vrai que pendant des années, il y a eu une friction entre environnement et syndicalisme, même s'il y a eu des travaux faits par les organisations syndicales, la CGT, la CFDT, dès les années 70, il y a eu un point de friction qui était l'emploi.
Et donc, on évitait de débattre, puisque l'environnement, dans les discours, notamment les discours économiques, quand on lit certaines études économiques des années 80-90, on voit que la protection de l'environnement est présentée comme un facteur, comme un frein à la croissance. Et la croissance, c'est porteur d'emploi. Donc, si la protection de l'environnement est un frein à la croissance qui est elle-même vecteur d'emploi, la protection de l'environnement est un frein à l'emploi. Vous l'avez bien compris, c'est une équation mathématique. Et c'est ce qui a créé un point de friction. Or, on le voit aujourd'hui, c'est faux. La protection de l'environnement n'est pas un facteur forcément de décroissance, même s'il faut revoir, et là je partage votre point de vue, il faut revoir le modèle productiviste. Ce n'est pas forcément un frein à la décroissance et ce n'est pas forcément un frein à l'emploi. Il faut juste renouveler les emplois. Et c'est à partir de là que le débat peut vraiment, que les organisations syndicales, à partir des années 2000, 2010, les organisations syndicales sont invitées à la table du Grenelle de l'environnement, où justement CGT, CFDT prônent le dialogue social environnemental au sein même des entreprises. 2010, Grenelle de l'environnement. 2021, la loi climat et résilience qui donne de nouvelles attributions environnementales au CSE. Donc, il a fallu 13 ans pour que les pouvoirs publics donnent une véritable mission environnementale aux représentants du personnel. Mais depuis 2010, les organisations syndicales l'ont mis devant la table, parce qu'à partir des années 2000, il n'était plus question qu'il y ait de points de friction entre le social et l'environnemental. Alors, ce débat, il doit avoir lieu avec, à mon avis, la représentation du personnel, élu et syndical, élu puisque c'est le comité social et économique, et syndical à travers la négociation collective ou à travers aussi des conflits et des mouvements sociaux comme on a pu en voir. Aujourd'hui, les représentants du personnel, depuis la loi climat et résilience, ont une mission environnementale, même si leurs attributions en matière environnementale n'est pas nouvelle. En 2013, il y avait déjà le droit d'alerte sanitaire et environnementale qui permettait de mettre au centre des réunions les risques sanitaires et environnementaux, les risques que produisait l'entreprise pour la santé publique et l'environnement. Mais aujourd'hui, le CSE a une véritable mission environnementale au titre de l'information et de la consultation. Il est consulté sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise au titre de ces 3 grandes consultations récurrentes qui portent sur la situation économique de l'entreprise, les orientations stratégiques et la politique sociale. Donc, sur ces 3 grandes consultations et sur ces 3 grands sujets, un avis du CSE est attendu sur les effets de l'activité sur l'environnement. Et là, on crée un débat au sein de l'entreprise. Et puis, on y reviendra très certainement, mais il y a aussi et avant tout, pour les questions de l'emploi, pour dépasser les chartes d'entreprise, les plans climat où à l'intérieur, on met 3 plantes vertes dans une entreprise et on a l'impression de faire de l'écologie. Il y a la négociation des accords collectifs qui doivent être, avant toute chose, impulsés par les branches professionnelles. On y reviendra certainement. Mais alors concrètement, les pieds dans le plat, est-ce que les plans climat des entreprises sont tous soumis au CSE? Est-ce qu'ils sont tous discutés? Est-ce qu'il y a une procédure qui permet ou qui permettra d'apprécier la trajectoire pour atteindre des objectifs fixés? Voilà, c'est ça concrètement. Est-ce que tout ça n'est absolument pas en place aujourd'hui? Il y a des situations très hétérogènes. Mais ce qui est au centre de tout ça, en fait, c'est la qualité du dialogue social. C'est pour ça que c'est hétérogène suivant les entreprises. Ma voisine de gauche a parlé de la RSE. La RSE, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que ce sont des cases à cocher et ça doit démontrer, en fait, tout est possible avec la RSE. Et en fait, il ne doit pas y avoir de limite à l'imagination sur la RSE. Et donc, là aussi, il y a un sujet. La BDESE, la base de données économiques, sociales, environnementales, c'est un indicateur, en général, de la qualité du dialogue social qu'il peut y avoir sur ces sujets-là. Parce que, là encore, il y a des indicateurs dans le Code du travail et beaucoup trop d'entreprises considèrent que quand les cases sont cochées, le travail a été fait et le dialogue social est de qualité. Or, une BDESE, elle doit être négociée sur le volet des indicateurs
Et sur les transitions écologiques, il y en a évidemment beaucoup à demander et qui diffèrent selon les entreprises. Et il y a le volet stratégique qui, bien souvent, est impossible à avoir. Et donc, à trop d'endroits, le jeu n'est pas joué sur le dialogue social. Après, on a un autre moyen d'action dont on n'a pas parlé encore, c'est la place des administrateurs salariés. Nous, à la CFDT, on pousse beaucoup pour la place des administrateurs salariés, parce que c'est une capacité à agir en amont. On nous a beaucoup ramené depuis, notamment les 6 premiers mois de l'année, l'exemple des pays étrangers, notamment les pays nordiques pendant le conflit des retraites. On oubliait de nous dire dans le même temps on oubliait dans le même temps de nous parler de la gouvernance des entreprises en Allemagne et dans les pays nordiques, où il y a une grande place laissée aux administrateurs salariés pour agir justement sur ces questions-là. Sauf que l'entreprise à la française, d'une manière générale, est beaucoup plus descendante. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Très bien. Anne, puis François, qui veulent réagir, je crois. Oui, après, je te passe la parole. Excuse-moi, on a loupé ton tour. Sur la question de la RSE, alors moi, j'y ai pas mal réfléchi à cette question de la RSE. Effectivement, sur le concept de ce que c'est, de ce que ça peut amener, c'est peut-être une bonne chose dans l'intention. Par contre, moi, je vois énormément de choses qui me questionnent. La RSE, c'est vraiment à un moment donné, dans les années 2000 en Europe, alors que les impacts de l'entreprise qui sont des impacts négatifs sur leur environnement, sur la société sont connus. C'est dans les années 2000 en Europe où on se dit, ah bah tiens, on va commencer à légiférer parce que ça commence à bien faire. Les impacts ne sont pas pris en compte par les entreprises. Bon, les entreprises, je vous fais Mathilde, je vous raconte des histoires, j'aime bien, mais elles te disent non, en fait, non, vous inquiétez pas, ne légiférez pas, on s'occupe de tout et on va faire en sorte qu'on prenne nous-mêmes en charge nos impacts. Bon, 20 ans plus tard, ça a été rappelé, pas de changement majeur. Enfin, voilà, les impacts environnementaux des entreprises ne sont pas suffisamment considérés et on a un sujet. Aujourd'hui, la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est notamment dans les grands groupes et dans beaucoup d'endroits, une émanation du service de communication. Il faut être assez clair là-dessus. Hein. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'extérieur, mais sur la communication. Ça change un petit peu. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de responsables, directeurs et directrices RSE qui arrivent au COMEX, qui commencent à amener ces sujets-là. D'ailleurs, fait intéressant, souvent quand ça passe au COMEX, c'est un homme qui prend le sujet. Alors, petite aparté comme ça. Mais moi, je pense que la thématique de la responsabilité sociale des entreprises, en soi, que ce soit un département, que ce soit une entité de l'entreprise, que ce soit un truc qui existe, c'est problématique. Ça ne vient pas questionner l'entreprise et sa place dans la société. Je pense qu'il y a un vrai sujet et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire en sorte que les entreprises se prennent en charge le sujet environnemental, c'est qu'elles ne sont pas au centre de notre société. C'est que c'est des entités qui sont un peu en dehors de tous les schémas démocratiques et que finalement, elles font un peu leur vie. Alors évidemment, on légifère, mais on légifère toujours beaucoup plus tard parce qu'on a identifié leurs impacts, on est sûr, etc. Voilà. Donc, c'est toujours la législation est toujours très en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde économique. Et donc, le problème, c'est vraiment la question de l'entreprise démocratique et partie de la démocratie et partie de la société. Et quand on dit responsabilité sociétale des entreprises, eh ben, c'est vraiment le symptôme que l'entreprise ne fait pas société, ne fait pas partie de la société. Et je pense que le moment où on aura un petit peu éloigné ce truc-là et qu'on aura dit, en fait, l'entreprise, démocratiquement, on veut décider de son usage, de ce qu'elle produit et de pourquoi elle produit, et est-ce que c'est vraiment utile, et est-ce que, en fait, dans un monde à plus de degrés, de degré 5, en fait, on en aura toujours l'utilité de ça, des usages qu'on fait de ce qui est produit, on aura vachement avancé. Et je pense que là, on sera beaucoup plus rapide, en fait, dans cette transformation de l'entreprise et de ses impacts. Et voilà, donc c'était un peu pour ça que je suis assez critique de la notion de RSE. C'est vraiment, pour le coup, moi, je fais beaucoup de formations à plein d'élus, des représentants syndicaux du printemps et pas du printemps parfois. Et c'est le logiciel dans lequel on est actuellement, donc c'est bien d'en reparler, de
c'est une porte vers laquelle rentrer. Mais je pense qu'il faut aussi remettre en question cette notion-là, fondamentalement parce qu'elle place l'entreprise, à mon sens, un peu trop sur le côté de nos démocraties et de notre société. François. Ouais, merci. Et pour aller plus loin, depuis tout à l'heure, on parle de l'entreprise comme étant une espèce d'entité unique que toutes les entreprises se valent et que finalement, alors les questions de gouvernance, elles sont extrêmement importantes et les questions de démocratie sociale d'entreprise sont déterminantes, notamment pour la transition. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, et notamment les grands groupes multinationaux, est-ce qu'ils sont compatibles, même par essence, avec cette transformation nécessaire? Est-ce que Total Energy peut être un acteur de la sortie du pétrole? Est-ce que Nestlé peut être un acteur de la sortie du plastique? Ou Monsanto un acteur du passage à l'agro-agriculture? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas du tout évident. D'abord parce que ce sont eux les principaux lobbyistes depuis un demi-siècle pour empêcher toutes ces formes de transition, d'évolution. Ça a été démontré très récemment par un centre de chercheurs sur Total. Ça se voit dans leur activité qu'ils mènent dans les négos internationales, qu'ils en sont les pires ennemis de la transition. Donc, est-ce qu'ils sont compatibles en tant que même modèle industriel multinational avec des actionnaires qui sont des fonds de pension majoritairement, etc. Est-ce que ce modèle-là d'entreprise entrepreneuriale est compatible avec la transition qu'on souhaite? C'est loin d'être évident. Et ce qui est intéressant, on voit qu'évidemment, pour avoir par exemple cette mobilisée avec les salariés de la raffinerie de Grandpuits, eux, ce qu'ils disent, c'est que clairement, de toute façon, pour eux, c'est évident, il faut sortir du pétrole. La question même du maintien de l'activité dans le pétrole, elle ne se pose même plus. Donc, eux ont fait le pas que leur direction n'a évidemment pas fait, bien au contraire. Et il y a un autre élément intéressant. Ici, on est à Normal Sup, dans une des grandes écoles du système des grandes écoles françaises. Vous avez tous vu récemment les prises de position d'étudiants d'AgroParisTech, de X et autres qui disent, nous, on n'ira pas bosser chez ces gens qui sont en train de détruire notre planète. Il n'y a plus de sens à aller bosser ça. Et la perte de sens de ce modèle-là, elle est vachement intéressante. Et ça veut dire que cette transition, et typiquement quand on pense à la question de la transition énergétique, le passage à un modèle qui reposera exclusivement sur les énergies renouvelables, il n'est pas forcément indispensable de passer par le modèle des multinationales. On peut envisager du coup une logique beaucoup plus décentralisée, collective, coopérative, etc. Sur les énergies renouvelables, ça marche. Et à l'inverse, le modèle de la multinationale de type Total, mais également d'une certaine manière type EDF, est aussi dépassé que leur mode de production et que les productions qu'ils engendrent et les pollutions et les destructions de climat qu'ils engendrent. De même, le modèle de l'agro-business qui repose en amont sur des intrants type Monsanto et en aval sur des multinationales qui sont des géants de la grande distribution en passage emballés par des produits type Nestlé, etc., ou Procter & Gamble, il n'est pas compatible avec une agriculture paysanne localisée et qui repose sur les paysans et les paysannes. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement changer la vie dans l'entreprise qui va suffire. En revanche, il y a évidemment énormément d'entreprises et énormément d'acteurs du monde économique qui ont vocation et qui le sont déjà avec toutes les limites à la marge de la RSE et du vrai engagement et du greenwashing. Il ne s'agit pas, à l'inverse, de tomber dans le travers inverse, de dire aucune entreprise ne peut être un acteur et l'entreprise est par défaut un ennemi. Ce n'est pas ça. Mais il faut être un peu plus précis. Et de la même manière que quand on parle d'agriculture, il y a une vraie différence entre des fermes industrielles qui appartiennent à des actionnaires et une agriculture paysanne. Donc, c'est la même chose quand on parle d'un modèle, par exemple, de pêche artisanale ou de pêche industrielle prédatrice. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'économie en tant qu'acteur du système et de la transition, mais de différencier ces acteurs et d'une certaine manière, le rapport de force qu'on doit construire avec les organisations syndicales, le mouvement climat, la jeunesse, les peuples autochtones, les paysans, les paysannes, il doit permettre justement de différencier avec qui on s'allie d'une certaine manière pour aller vite. Mais partir du principe que l'entreprise va être un acteur positif, ça ne marche pas non plus, quoi. Alors, je passe la parole à Alexis puis Fabien. Et quand même, si je comprends bien, quand c'est petit, c'est bien, quoi. Et quand c'est grand, c'est pas bien. Est-ce que vraiment, je m'excuse, je suis peut-être un peu schématique, hein, mais est-ce que vraiment c'est une logique, voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut ou est-ce que quand c'est privé, c'est bien, quand c'est public, c'est pas bien, mais si j'ai bien compris, je suis assez d'accord avec ça, que ce soit privé ou public, ça dépend quoi, hein, mais enfin, dans le passé, ça n'a pas forcément changé beaucoup de choses. Hein. Bon, donc voilà, la question en tout cas mérite d'être posée et va animer le débat, j'en suis sûr. Alexis, puis Fabien. Alors, pour rebondir là sur ces remarques, on a
On a un problème aussi avec l'État, hein. Je prends un exemple de lutte intéressante et d'alliance. Moi, j'ai aussi envie de vous parler, donc François l'a fait, mais il y a beaucoup d'expériences assez peu connues. J'en prends une contre eh bien, le productivisme demandé vraiment par l'État sur la question du travail forestier. C'est clairement l'État qui demande à l'ONF, déjà qui veut démanteler l'Office national des forêts et qui essaye de changer le sens de l'activité des travailleurs forestiers pour qu'ils deviennent des coupeurs de bois et donc faire de la monoculture et puis en vendre, plutôt que des verdisseurs de forêt, comme ils se pensent eux-mêmes. Donc c'est intéressant. Moi, en fait, ma démarche philosophique, c'est de partir de la parole des travailleurs et travailleuses. C'est ça la philosophie sociale. Et quand on part de ce que veulent en fait faire ces travailleurs forestiers, c'est évidemment complètement l'inverse que ce qu'on leur demande. Et donc là, il y a des enjeux vraiment importants. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous connaissez l'appel pour des forêts vivantes, c'est très intéressant. L'ONF, SNUPFEN, Solidaire et CGT Forêt font alliance avec RAS, SOS Forêt et puis Canopée, les principales associations en fait écologistes locales et au niveau national, pour faire un appel pour des forêts vivantes. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ce que je défends. C'est la logique du travail qui est mise en avant, y compris par les militants écologistes, en disant c'est à partir de vos conditions de travail, du sens de votre travail. Et donc, les militants écolos, c'est aussi compliqué, hein. Il faut venir sur place avec les travailleurs forestiers pour essayer de comprendre ça. Et je vais continuer sur cette veine. Ça va être conflictuel, cette histoire. Voilà. Si on peut peut-être voir un peu un point d'inflexion différente entre nous, le dialogue social est absolument nécessaire, mais en fait, sans conflits sociaux et sans lutte, eh bien, il ne va rien se passer du tout. C'est le cas pour l'ONF, c'est le cas pour tous les exemples, en réalité. Dans tout ce qui s'est passé d'alliances intéressantes, que ce soit Grand Puy, la Chapelle d'Arblay, à l'étranger, là, on fait venir bientôt des ouvriers italiens de GKN Composants Automobiles. Ils viennent le 23 à la Bourse du Travail. Je fais un peu de pub. On les fait venir, qui sont licenciés en 2021 par leur employeur, une grande multinationale. 500 personnes licenciées d'un coup. Ils occupent leur usine. Ils font des alliances locales avec des chercheurs notamment. Et aujourd'hui, ils ont un plan de reconversion écologique par en bas, notamment pour faire des vélos cargo et notamment avec des partenaires commerciaux en France, CopCycle et d'autres, et puis pour faire du photovoltaïque. Il y a plein de redirections écologiques comme ça par en bas. Il y a plein d'autres exemples en Grèce, Viomé. Il y en a des dizaines et des centaines d'exemples comme ça. C'est toujours conflictuel, et conflictuel contre quoi? Je ne veux pas être trop long. Contre moi, je vais faire un petit peu donc, des grands concepts, un petit peu, c'est aussi mon boulot, contre ce qu'on peut appeler le capitalisme vert, c'est-à-dire il y aura bien une transition écologique du point de vue des grandes entreprises et des intérêts capitalistes purs. Elle est déjà en cours en réalité. Elle est déjà en cours et ça passe essentiellement par le technosolutionnisme, par le marché carbone, la finance verte. Tout ça, c'est ce qui arrive en réalité, hein. Ou alors le nucléaire plus un peu de mixte des énergies renouvelables. Tout ça, c'est déjà ce qui est prévu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les salariés se mobilisent, c'est le cas à Grand Puy, hein, on leur dit on va vous faire une plateforme zéro pétrole, et avec l'aide particulièrement des Amis de la Terre et de Greenpeace, ils disent bah non, en fait, c'est pas du tout écolo votre plan de capitalisme vert, c'est pas du tout écologiste, nous on veut porter autre chose, et ils font un plan alternatif. Donc je voulais amener un peu cette idée, ça va être conflictuel, il y a bien une transition écologique, entre parenthèses, hein, qui peut être parfois plutôt du greenwashing, parfois de la pure et simple adaptation sans atténuation, pour reprendre les termes du GIEC, qui va arriver. La question, c'est menée par qui, avec quelle responsabilité, quel pouvoir? Et donc, il faut un peu une lecture de classe, hein, et de conflictualité. Évidemment que si elle est menée par essentiellement les grandes entreprises et les intérêts capitalistes et des actionnaires, ou par les intérêts des travailleurs et travailleuses et des habitants, ça n'aura pas du tout les mêmes implications, et ça ne ressemblera pas du tout à la même chose. Alors, je vais passer la parole à Fabien, puis ensuite, je vais vous passer la parole dans la salle pour quelques interventions, en vous demandant de les préparer, qu'elles soient relativement courtes et que vous vous présentiez. Mais je passe la parole à Fabien d'abord. Ouais. Là, on est vraiment au cœur du débat, et même si on voit qu'on poursuit les mêmes objectifs, là, on arrive au point où, sur la manière d'y arriver, il y a des points de divergence, et c'est bien normal, ça fait partie justement du débat. Ça fait partie du débat. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille opposer petites et grandes entreprises aussi. Enfin, ce serait trop simple de le résumer à ça.
On trouvera des grosses entreprises qui ne sont pas vertueuses, on va aussi en trouver des petites. Et derrière, il ne faut pas être que sur les transitions écologiques, il faut aussi être sur la qualité des métiers, mais tu l'as dit, enfin, les métiers, la réalité du travail, l'organisation du travail, tout ça, ça a un sens. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille opposer. Ce n'est pas sur ces points-là, en tout cas, qu'il faut opposer, c'est sur la volonté de faire. La RSE, par exemple, est un bon indicateur parce qu'il y a ceux, l'objectif, je suis d'accord, il est louable, et il y a ceux qui ont envie de faire, ceux qui n'ont pas envie de faire. Et si on se trouve dans un cadre contraignant, d'un seul coup, ça change un peu le truc. Là, il y a le CSRD qui arrive, qui est sûrement perfectible, mais qui, en tout cas pour la CFDT, est une très bonne chose, parce que ça va, en fait, ce qui va peut-être transformer les entreprises, j'ose espérer, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas vertueuse écologiquement, et le CSRD va demander quand même énormément d'éléments qui vont les contraindre, elle ne sera pas suivie, y compris par ses créanciers. Donc là, on a un levier peut-être pour réussir à faire bouger les lignes. Avec un regret toutefois, c'est que le volet social, il n'est peut-être pas assez musclé dans le CSRD. Mais bon, ça va dans le bon sens. Moi, je suis issu de l'agro. J'étais secrétaire général de la Fédération agroalimentaire de la CFDT. Sur AgroParisTech, moi, je suis super content de voir des jeunes, justement, qui se saisissent du sujet et qui le portent. Il y a un point sur lequel je ne suis pas vraiment d'accord avec eux, et justement, je ne suis pas d'accord vraiment avec ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas en désertant les grosses entreprises qu'on va changer les affaires. C'est en y rentrant et en essayant de changer le monde de l'intérieur. Parce qu'autrement, on va arriver à des points de fracture qui vont poser d'autres problèmes. Enfin, moi, c'est comme nous, à la CFDT, on cherche, le conflit peut faire partie du débat. Il n'y a pas de problème, on l'a prouvé d'ailleurs pendant les retraites, mais que le meilleur moyen de faire avancer les choses en faisant le moins de casse possible, c'est d'y aller par le consensus et les transformations qu'on peut réussir à mener, y compris de l'intérieur. Donc voilà. Merci. Alors, je vous passe la parole pour des questions. Peut-être qu'on peut passer. Voilà. Des questions ou des remarques. Quelqu'un peut. Ah, c'est déjà fait, pardon. Je vous demande de vous présenter et d'être court dans vos questions ou dans vos remarques, hein, pas forcément des questions, ça peut être des remarques. Donc, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Emma Caron, je suis fonctionnaire au ministère de la Transition écologique. Et j'avais une question sur le rapport qu'a récemment sorti l'ADEME sur les 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. D'autres scénarios particulièrement prévoient des changements radicaux dans les modèles économiques et les modèles de production, notamment concernant les productions agricoles et les agriculteurs, notamment ceux qui produisent du bétail et du porc. Vous avez parlé d'acceptation sociale et de changement dans la société. Est-ce que vous pensez que les changements qui vont avoir lieu, notamment pour les agriculteurs, doivent être accompagnés et doivent faire l'objet d'une aide d'État forte pour qu'ils soient acceptés par ces agriculteurs? Merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres mains qui se sont levées. Oui. Bonjour. Je réagis à la dernière phrase qui a été lancée. Je suis étudiant à la fois à l'ENS et à AgroParisTech à propos de l'éternel conflit désertion, changement de l'intérieur. Et donc, je voulais poser la question, est-ce que vous pensez que même avec un nombre suffisant de personnes qui vont à l'intérieur, ça nous permettrait de lutter contre un système organisé par ces grandes entreprises et plus globalement, en fait, contre un système capitaliste? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'une poignée de personnes peut lutter contre des milliards qui sont souvent employés pour maltraiter d'autres travailleurs et travailleuses à l'autre bout de la planète? Merci. Alors, juste derrière. Merci pour votre intervention. Moi, j'étudie ici en écologie, en biologie de la conservation, donc je vais parler de ce que je connais et je vais rebondir sur cette question sur les agriculteurs. Aujourd'hui, quand on parle aussi de la crise de biodiversité, le premier effet causal, c'est le changement
les changements des sols et la perte d'habitat. Donc, il y a un gros problème avec l'agriculture, forcément. Et souvent, les agriculteurs, il y en a beaucoup qui sont conscients des impacts de leur activité, ne serait-ce que sur la biodiversité et aussi énergétiquement. Mais pour autant, on a un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de David contre Goliath. Un agriculteur qui doit négocier sans pouvoir négocier, il ne peut même pas négocier des prix avec une grosse coopérative, voire un système intégré de A à Z. Comment, lui, on peut, même s'il est motivé, l'aider à aller vers une transition? Parce qu'on a des gens qui gagnent en moyenne 300 € par mois. Comment faire? Merci. Alors, il y avait des demandes d'intervention au milieu de la salle et puis de l'autre côté. Bonsoir, oui, merci pour vos interventions. Moi, je suis Joanne Lebrun-Toron, je suis doctorante au laboratoire de géologie ici. Ma question, c'est finalement, est-ce qu'il y a un rôle nouveau à inventer pour les syndicats? Parce que vous avez parlé de branches professionnelles dont le métier finalement est amené pratiquement à disparaître, alors qu'on sait que les syndicats, ils sont souvent structurés en branches qui correspondent aux différentes branches professionnelles. Vous avez parlé de changer de l'intérieur, mais finalement, il faut aussi aller vers la société. Vous avez parlé de l'entreprise insérée dans la démocratie et dans la société. Donc finalement, est-ce qu'il y a un rôle nouveau pour les syndicats pour plus d'interface, plus de liens entre l'entreprise et autre chose plutôt qu'à l'intérieur des entreprises? Merci. Merci. Derrière. Derrière là-bas. Oui, enfin comme tu veux. Alors, devant d'abord, puis derrière ensuite. Merci, bonsoir Sylvain Boucheran. J'avais au moins une soixantaine de questions, mais je vais en prendre que quelques-unes. Déjà, merci d'avoir lu le rapport du CESE. Il y a beaucoup de rapports qui sont faits au CESE de grande qualité sur ces sujets assez prospectifs. Je vous invite à vous y référer. On a beaucoup parlé des grandes entreprises qui, effectivement, celles qui sont financiarisées, sont devenues complètement folles. On n'a pas beaucoup parlé des PME, mais comment on fait du dialogue social environnemental dans les PME concrètement? Comment ça se passe avec d'ailleurs des activités qui sont parfois des tout petits bouts d'une chaîne de valeur? Là, on a une vision un petit peu simpliste en disant il y a les entreprises qui font les voitures, celles qui font les avions, mais en réalité, dans les chaînes les chaînes de valeur, il y a des entreprises qui font des toutes petites choses avec 10 salariés. Donc, comment, elles, vous imaginez avoir ce type de dialogue? Une deuxième sur la question de la formation, puisque je trouve que c'est révolutionnaire, la loi climat résilience qui donne des compétences environnementales au CSE. Par contre, il faut de la formation. Je crois que l'environnement, c'est quand même une expertise, il faut des connaissances. C'est pas, j'ai entendu une émission à la radio hier, même si elle était de qualité, qui fait que le lendemain, je suis capable d'analyser l'ensemble des indicateurs environnementaux d'une entreprise. Il y en a plus de 400 qui sont demandés dans le cadre de la CSRD qui était évoquée tout à l'heure par la CFDT. Donc, il y a une vraie expertise à acquérir. Comment est-ce que vous mobilisez pour faire acquérir cette expérience, ces connaissances, cette expertise auprès des salariés? Et peut-être le dernier point sur lequel j'aimerais insister, qui a été un petit peu évoqué, mais finalement pas traité, c'est cette idée qu'il y a, je crois, des métiers, des activités qui doivent disparaître. Et c'est vrai que les syndicats, au niveau national, ont des discours que vous avez à peu près là, oui, la transition écologique, etc. Quand on rentre dans les branches, quand on est dans les entreprises, moi, je n'ai jamais encore vu une manifestation de syndicats qui disent « il faut fermer notre entreprise ». Et je crois que si on va avoir une vraie adaptation, une vraie transformation des entreprises, il faut qu'on arrive à emmener les salariés. Est-ce qu'il y a déjà des expériences? Comment vous travaillez là-dessus? Merci par avance des réponses. Merci. Et puis donc, on va prendre deux dernières interventions. Allez, deux dernières. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Héloïse de AgroParité, qui est ENS Paris-Saclay. Je voulais vous poser une question. Donc, on a évoqué les CSRD tout à la fin. Je voulais vous poser une question à propos de ça, puisque là, on parle des entreprises, du fait qu'elles doivent rendre compte éventuellement de leurs activités brunes et vertes, sans avoir défini en avance ce que c'était une activité brune, ce que c'était une activité verte, sachant que la comptabilité des entreprises actuellement, les IFRS notamment, sont données par une entreprise américaine privée. Comment on fait pour, est-ce que les CSRD sont suffisants? Comment on fait pour effectivement avoir une comptabilité de ces entreprises qui permettent de prendre en compte ces activités et de rendre compte surtout de ces activités? Merci. Et une dernière intervention au fond. Merci. Merci pour vos interventions. Mais je voulais rebondir sur la question de Joanne. Oui, donc Loïc, étudiant ici en sciences sociales et sciences de la vie. Oui, on a beaucoup parlé de... Vous avez essayé d'aborder le sujet des alliances entre sujets
sociaux, droit du travail et sujets environnementaux. Or, j'ai le sentiment que pour la conversion écologique des syndicats, il serait pertinent que les syndicats se tournent vers la nouvelle génération qui ont tendance à se mobiliser de manière assez différente, peut-être moins institutionnalisée, on parle des nouveaux mouvements sociaux. Quel travail vous menez à la CFDT pour vous ouvrir sur ces nouvelles manières de se mobiliser? Alors, je vais proposer à chacun je vous passe la parole, de répondre aux questions de votre choix, bien sûr, et d'en profiter pour un mot de conclusion. Donc, je vous donne à chacun 3-4 minutes, peut-être dans ce sens-là, en commençant le tour comme ça. Oui, si ça te va. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions, c'était très cool, merci. Déserter ou résister de l'intérieur. Alors, j'étais tout à l'heure à un salon là, pour les nouveaux, ceux qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et on m'a posé exactement la même question. Alors, moi, je leur ai dit, si vous posez la question de rentrer dans une entreprise, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les entreprises dont le modèle va être très, 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 très compliqué à faire tourner. Si vous avez le choix, je pense qu'il faut que vous tourniez, c'est mon avis, vers des entreprises qui ont déjà une volonté forte et sincère de se transformer et de faire partie de la transformation écologique et sociale de notre société. C'est un choix, hein, mais vraiment. Et il y a beaucoup de ressources qui sont mises à dispo là-dessus. Je pense qu'avant de rentrer dans une entreprise, il y a vraiment cette question à se poser de est-ce que c'est une entreprise qui est utile dans un monde à plus 2 degrés, plus 2,5, plus 3, ou est-ce que en fait, elle a participé au monde dans lequel on est et qui est un peu trop chaud. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, si vous rentrez sur ce marché, j'aime pas trop le nom de marché, mais n'allez pas dans les entreprises polluantes qui n'ont pas de conviction sincère de changer. Pour ceux qui sont déjà dans des entreprises, alors, c'est un choix très intime, très personnel. Nous, on a beaucoup de gens qui ont ce truc de se dire, mais en fait, qui n'arrivent pas en fait à résoudre la dissonance cognitive qu'ils peuvent avoir. Si vous avez la possibilité de partir de ces entreprises-là, partez. Je pense que c'est à chacun de voir où est-ce qu'il peut être le mieux, agir le mieux et être le plus aligné avec lui et elle-même. Et pour tous ceux qui sont dans des entreprises et qui se disent, en fait, je peux faire des choses de l'intérieur, eh bien, go, nous, c'est ce qu'on fait, allez-y, et on va vous y aider, et engagez-vous syndicalement, quel que soit le syndicat, et on y va. Voilà. Donc ça, c'était sur cette question-là. Sur l'autre, nouveau rôle des syndicats. J'adore cette question. Merci, Joël. Bah oui, je pense que c'est exactement ça. Je pense que si on remet l'entreprise et les salariés et les travailleurs, travailleuses de façon très générale sur en fait, comment est-ce que collectivement on construit une transformation écologique et sociale industrielle, et en fait, le rôle des syndicats, il va être beaucoup plus politique, beaucoup plus central. Et nous, ce qu'on essaye de faire au Printemps écologique, c'est d'être un espèce de pont entre la société civile, donc les associations militantes, et l'entreprise. Donc, en fait, sur à peu près tous les sujets, par exemple, là, je parlais de cette usine là, dans l'agroalimentaire. En fait, on a travaillé avec des associations qui nous ont aidés à construire le plaidoyer. Et en fait, tout ce monde-là, les salariés, en gros, l'appui syndical et les associations, en fait, font un truc qui fonctionne bien et qui a beaucoup plus de puissance pour porter des messages et construire des choses et des alternatives. Donc, effectivement, moi, je pense que le rôle des syndicats, il est de mobiliser beaucoup plus sur ces sujets, de faire des ponts avec la société civile et d'y aller et d'être inspirant aussi, je pense. Parce que moi, je me confronte régulièrement à l'image que peuvent avoir les gens des syndicats. Et je pense qu'il y a un truc de renouveler un peu cette image aussi, de se dire, en fait, il faut que on a un rôle à jouer et ce rôle-là, les gens peuvent en faire partie. Et on a beaucoup de gens qui sont absolument, pour la première fois, syndiqués dans leur vie. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est la première fois qu'ils se syndiquent. Donc, vraiment, renouveler cette image de se dire, en fait, l'entreprise est un lieu d'engagement et vous pouvez vous y engager et c'est OK. On est d'accord, l'entreprise est un lieu d'engagement très compliqué. Ce n'est pas comme s'engager dans une asso le soir. C'est un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu extrêmement complexe avec des forts
conditions voilà, il y a une hiérarchie. C'est un lieu complexe pour s'engager, mais c'est possible et les syndicats peuvent y aider. Voilà. Je ne vais pas reprendre toutes les questions parce que ce n'est pas possible. Voilà. Juste sur les PME, la boîte à outils sur la transition écologique et sociale, elle est orientée PME parce que dans les PME, il y a très peu de moyens pour les représentants du personnel. Donc, allez la regarder. En fait, elle est vraiment orientée PME. C'est comment est-ce qu'on construit un dialogue social dans des entreprises où souvent il y a des conditions qui sont très particulières. Et un chiffre, il y a 54% seulement des directions de PME qui considèrent qu'elles sont armées et préparées pour la transformation écologique. C'est un chiffre quand même assez haut, mais c'est quand même un sacré aveu de ne pas savoir comment faire, quoi. Voilà, et puis sur la formation des syndicats, et effectivement, ce n'est pas en écoutant la radio qu'on sait comment est-ce qu'on peut lire un rapport extra-financier. Effectivement, et là, c'est un taf des syndicats et vraiment de former, d'acquérir des compétences, mais à marche forcée. Nous, on forme des CSE où on n'est pas forcément des syndicats, on essaye de faire en sorte que ça avance très vite. Si vous voulez un élément de comparaison, la question égalité professionnelle en entreprise, ça a mis très longtemps. Aujourd'hui, on y arrive à peine à vraiment que ce soit quelque chose qui soit vraiment maîtrisé par les représentants du personnel. Donc, il ne faut absolument pas qu'on prenne autant de temps sur la question de la transformation écologique et de comment est-ce qu'on vient questionner les impacts environnementaux de cette entreprise. Donc, vraiment, marche forcée, il faut, voilà, c'est des il faut, mais c'est un peu cette vision-là qu'on peut porter avec le printemps écologique. Merci. Tu veux faire un mot de conclusion, donc j'ai testé un mot de conclusion tout à l'heure. Très bien. C'est un truc qui dit au travail, on a un monde à changer. Très bien. François. Ouais, très, très rapidement, quelques mots. Sur deux choses. Sur la question des métiers ou des secteurs qui doivent disparaître. D'abord, le capitalisme, depuis le début du XIXe siècle, fait ça. Détruit systématiquement des secteurs et décennie après décennie, on le voit. On pourrait prendre des choses récentes, c'est-à-dire depuis moins d'un demi-siècle. C'est évidemment pas la transition et la lutte contre le changement climatique qui fait qu'il n'y a plus de sidérurgie, qu'il n'y a plus de textile, et ce n'est pas parce qu'on a arrêté de s'habiller qu'il n'y a plus de textile, et ce n'est pas parce qu'on a arrêté d'utiliser des bagnoles qu'il n'y a plus de sidérurgie. C'est évidemment par une logique de dérégulation, de concentration du capital, etc. etc. Donc, encore une fois, là, l'environnement, il n'a rien à voir en termes de responsabilité dans cette casse de l'emploi et des métiers, etc., qui existent malheureusement décennie après décennie. Donc, il y a un historique dans lequel ça se situe. Il y a un autre élément, c'est que ce n'est pas forcément, en fait, on va plus avoir besoin d'emplois dans le pétrole si on arrive effectivement à sortir des fossiles, enfin, pétrole, gaz aussi, évidemment, c'est une énergie fossile. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'emplois dans la question de l'énergie. De même, ce n'est pas parce qu'on va sortir de la bagnole thermique et qu'on pense qu'il faut moins de bagnoles globalement, qu'il faut réduire le parc, qu'on n'aura plus besoin d'emplois dans les mobilités. Moins d'avions, ça ne veut pas dire forcément moins de mobilité. Donc, là aussi, il y a des manières finalement de reconversion au sein d'un même domaine d'activité au sens large. Et puis, il y a comment on travaille, ça a été dit. Une des manières, c'est de repenser le partage du travail. Alors, j'invente rien de nouveau, hein, et les syndicats le revendiquent depuis 200 ans. Les premières luttes syndicales sont aussi là-dessus. Je veux dire, la question est différente si on bosse jusqu'à 63, 65 ou 67 ans, ou jusqu'à 58 ou 60 ans, ou si on travaille 32 heures ou 60 heures par semaine. Enfin, ça semble évident, mais c'est évidemment extrêmement important dans la manière de partager non seulement le travail, mais de partager la richesse. Partager la richesse, ça met en perspective différemment si on est au SMIC aujourd'hui pour assurer les fins de mois et devoir faire plusieurs boulots des fois, etc., ou si on a un salaire à 5 000. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'enjeu est complètement différent. Donc, partage du temps, partage de la richesse, etc., sont des réponses extrêmement importantes à ces questions de reconversion et de disparition d'un certain nombre d'activités, de secteurs ou de modèles industriels. Une autre question qui a été évoquée, c'est sur la question de l'accompagnement. Bah oui, évidemment, ça ne va pas être notre sympathique main invisible du marché qui va régler tout ça. Désolé, si vous y croyez, non, ça ne marche pas. En revanche, la politique publique, ouais, ça marche. Et tout développement économique est passé par les politiques publiques. Mais tant qu'on continuera à gaver, j'ai envie de dire, d'aide à l'hectare pour augmenter les rendements d'un modèle industriel agricole, on met l'argent au mauvais endroit. Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude
une autre ONG qui faisait le calcul des chiffrages d'aide publique aux énergies fossiles. On est en centaines ou en milliers de milliards. Je n'ai même plus l'ordre de grandeur tellement c'est hallucinant. Alors qu'on devrait sortir du pétrole aujourd'hui et qu'on ne devrait plus forer un seul nouveau trou. Donc, on est complètement en contrôle. Effectivement, on empêche la transition de se faire. Et à l'inverse, en subventionnant massivement les énergies renouvelables, etc., on voit bien qu'on peut arriver à complètement inverser la donne. Là aussi, il y a évidemment le rôle de l'entreprise, le rôle des acteurs sociaux dans l'entreprise, des acteurs de la société civile en dehors de l'entreprise, mais le rôle aussi du public et le rôle de la planification, c'est finalement avoir une vision et mettre en œuvre, c'est plus que simplement sortir des objectifs à 50 ans. Tout le monde peut dire dans 50 ans, j'arrête le pétrole. Ils seront tous morts. Ils n'ont rien à foutre en vrai. Donc, c'est demain, tu fais quoi? Aussi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement important. Et après, pour terminer en 2 mots sur cette question de comment avancer dans cette convergence entre syndicats et mouvements écolos, c'est en passant du temps ensemble, c'est en apprenant à se connaître, c'est en étant justement dans des luttes de terrain concrètes. Moi, personnellement, je ne viens pas d'un milieu ouvrier, je ne viens pas non plus d'un milieu bourgeois, mais j'ai un milieu de prof. Mais c'est en allant sur des piquets de grève, à Grand-Puy, au mois de février, devant des feux de pneus et de palettes, en passant du temps avec les ouvriers, en allant sur des sites industriels, et à l'inverse, en ayant les camarades des syndicats qui passent du temps avec nous, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à comprendre les problématiques, les enjeux, l'histoire culturelle dont on vient. Et c'est là où ça avance, et c'est là où ça crée de l'appétit, et aussi de l'envie. Et cette transition, elle se fera que par des hommes et des femmes, et elle se fera aussi par enthousiasme et par envie, et pas par dépit. Merci, Alexis. Oui, pareil, quelques questions. Alors, sur cette question désertion, résister de l'intérieur, moi, je pense vraiment qu'il faut résister de l'intérieur et déserter quand on peut, mais il y a plein de gens qui n'auront pas le choix. Et donc, il faut partir de ça aussi. Il y a les classes populaires qui sont là, qui sont dans le déchet, qui sont dans plein de secteurs en fait, d'activité qui sont les plus exposés en fait, aux pollutions, aussi au changement d'activité dû au réchauffement climatique. Et donc, ce qu'il faut massivement, c'est soutenir les travailleurs et travailleuses, c'est le rôle des syndicats, mais pour faire quoi? Pour faire de la redirection écologique. Et ça, c'est possible aussi bien si on est un cadre ou un ingénieur dans l'aéronautique et qu'on participe à penser l'aéronautique demain, PAD à Toulouse, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, ils sont en train aussi de réfléchir à des reconversions, notamment sur de l'imagerie médicale ou alors sur d'autres choses ou d'autres mobilités. Il faut une mobilisation générale pour cette redirection écologique. Et dans cette histoire, il ne faut pas abandonner les classes populaires, les plus précaires, les travailleurs et travailleuses sans papier. Par exemple, dans le déchet, ce n'est pas très connu en Île-de-France. Moi, dans le réseau éco-syndicaliste auquel je participe, avec des gens de la CGT, CFDT, Solidaire, qui réfléchissons à comment justement soutenir les travailleurs et travailleuses en première ligne de ces questions écologiques. Une de nos priorités, c'est les travailleurs du déchet qui ont été massivement en grève pendant le mouvement social contre la réforme des retraites, qui ont aussi des problématiques de pénibilité, de pollution. Ils sont confrontés à l'amiante, particulièrement à toutes les pollutions qui sont liées aux déchets industriels, etc. Et donc, il y a un point de vue, voilà, je le dis, de classe très important. Si c'est simplement une écologie planifiée par des cadres ou des gens qui se pensent essentiellement comme des technocrates et qu'on n'embarque pas aussi, on disait, on ne peut pas embarquer tout le monde, mais par contre, il ne faut pas laisser sur le côté les travailleurs et travailleuses les plus précaires et les classes populaires, qui en plus, par leur pratique, sont les plus écolos. C'est les plus sobres. En général, c'est les premières personnes en première ligne. Sur le rôle du syndicalisme, moi, j'essaye aussi de penser qu'est-ce que ça veut dire un éco-syndicalisme. Et j'étais vraiment d'accord avec ce que disait Anne. J'ajouterais, le syndicalisme n'a pas le choix. On va être confronté comme travailleurs, travailleuses, particulièrement quand vous êtes encore plus jeune, et les syndicats, à énormément de nouvelles revendications, de nouveaux problèmes, des problèmes de santé au travail, des problèmes de sens du travail, des problèmes aussi liés à l'énorme besoin de réparation, de soins qu'il va falloir pour adapter. Il faut atténuer, mais ça va aller vite au rythme où on va, le réchauffement climatique. Il y a la CGT avec l'Alliance écologique et sociale Paris en train de faire une campagne sur la question du réchauffement. Comment travailler, en fait, c'est l'OIT qui a impulsé ça. Comment travailler à 2 degrés de plus? Il y a plein de métiers où ça va être très compliqué.
Donc, de toute façon, on va être impacté par ça. Une nouvelle génération qui vient avec cette conscience écologique et des problèmes de plus en plus importants. J'insiste sur la question de la formation, c'est hyper important. Effectivement, il faut des formations, l'expertise, mais il y a aussi tout le savoir-faire des travailleurs et travailleuses et tout le temps de l'enquête. Et c'est pour ça que moi, dans un livre que j'ai écrit il y a longtemps maintenant, Le travail démocratique, je finissais par dire il faut aussi une vraie révolution dans qu'est-ce qu'on entend par travailler. Il faut intégrer dans le temps de travail du temps de délibération, mais aussi du temps de formation et d'enquête. Et ça, c'est très important. C'est très important pour savoir, moi, si c'est mieux de mettre mes cours sur l'ENT en ligne ou alors d'imprimer. Bah, j'ai besoin d'enquêter, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de formation. Et évidemment, c'est le cas dans tout. Donc, il faut aussi réduire le temps de travail subordonné. C'est un collègue, Thomas Coutreau, qui propose ça. C'est quelque chose d'assez important. Je finis par cette idée, puisqu'il y avait l'idée d'une conclusion avec un peu une punchline. Voilà. Alors, moi aussi, j'en ai une. Voilà. Soyons modestes, mais bon. On peut essayer. Donc, pas de bifurcation écologique sans écologisation du travail, mais pas d'écologisation du travail sans démocratie économique. Et cette question de la démocratie économique ou démocratisation du travail, elle est vraiment centrale. C'est la lutte centrale en réalité, y compris d'un point de vue écologique. Fabien. Je vais essayer de m'y retrouver dans mes notes parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais les prendre dans l'ordre. Concernant les changements qui sont absolument indispensables pour l'agriculture, là, ils sont à l'aune de changements énormes. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il faut évidemment les accompagner, mais ça pose une autre question, mais pas que pour l'agriculture, mais l'agriculture est quand même bien lotie. Ça pose la question de l'évaluation des aides publiques. L'agriculture reçoit beaucoup d'aides publiques. On n'en fait jamais d'évaluation, le bilan, le fléchage n'est pas toujours très clair. Donc, nous, à la CFDT, les aides publiques ne sont pas un problème en soi, à condition qu'il y ait une vraie transparence, qu'on sache où ça va, qu'on en tire un bilan, et y compris dans les entreprises qui touchent des aides, nous, on demande à ce qu'il y ait un avis conforme du CSE sur l'utilisation des aides publiques. Mais évidemment que pour mener des transformations comme ça, l'agriculture aura besoin d'accompagnement. Moi, je viens de Vendée, où il y a énormément de gros bâtiments de volailles. Ce n'est même plus des bâtiments, c'est des cathédrales, quoi. On a vu ce que ça donne quand la grippe aviaire se met dedans. Et ce n'est pas l'avenir, quoi. Et on continue à en construire. Donc, il faut faire bifurquer tout ça. Mais les éleveurs, ils me disent à juste titre, mais nous, on nous dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, quoi. Donc, aujourd'hui, ils sont démunis aussi. Donc, c'est comment on accompagne ça, et il faudra des aides publiques, mais à condition de les repenser dans leur globalité. D'ailleurs, c'est la fiscalité au global qu'il faudra revoir sur ces sujets-là. Pisani-Ferry l'a largement pointé. Il a dit qu'il fallait faire contribuer les plus riches. C'était une des bases de l'acceptation sociale, mais j'y reviendrai aussi. Sur de l'intérieur ou pas, moi, je pense comme mon voisin de droite, c'est... Alors, d'abord, dans mes propos, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument être que dans ces entreprises. Mais j'ai dit que c'est pas la désertion n'était pas la solution, parce que je l'avais entendu, en fait. Et ça n'a pas valeur de reproche en tant que tel. Et j'ai bien conscience que changer le monde de l'intérieur, ce n'est pas forcément la voie la plus facile. Moi, je continue à penser que c'est la plus efficace, parce que vous êtes aujourd'hui des étudiants avec un très haut niveau d'études. Donc, vous êtes les dirigeants de demain, mais vous avez la capacité, en tout cas, à le faire. Je ne vous dis pas que vous y arriverez tous, mais je vous le souhaite, en tout cas. Mais je continue à penser, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, ce n'est pas grave, hein, mais moi, je continue à penser que c'est de l'intérieur que ça va se gérer. Tu parlais de la maltraitance à l'autre bout du monde. C'est un vrai problème. Il y a des... D'ailleurs, c'est un peu compliqué en ce moment, les lois sur le devoir de vigilance, par exemple. C'est un vrai sujet à creuser. Ça, là, quand on parle de RSE, pour le coup, c'est un vrai levier. On ne va pas encore assez loin là-dessus, mais le rôle nouveau des syndicats, alors, on voudrait circonscrire les syndicats. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'entreprise aujourd'hui, donc je ne vous en veux pas, mais les syndicats ne sont absolument pas que dans l'entreprise. Hein. Et il ne faut surtout pas qu'on soit que dedans. Nous sommes des corps intermédiaires au sens large. On ne dissocie pas, nous en tout cas à la CFDT, moi j'ai coutume de dire qu'on ne dissocie pas l'économique du social de l'environnemental, c'est en prenant les choses dans leur globalité. On peut dire qu'aujourd'hui on a quand même un pouvoir en place qui aimerait nous voir que dans les entreprises, d'ailleurs ils ne s'en cachent pas.
Nous, on considère qu'on a un rôle à jouer beaucoup plus large dans la société, y compris au sein du pacte du pouvoir de vivre, tu l'as cité tout à l'heure. Voilà. Les PME, oui, les PME, c'est une zone grise, syndicalement, effectivement, c'est une zone grise. D'où aussi le rôle des branches. Le rôle des branches ont un lieu d'impulsion et de régulation sur toutes les branches, sur toutes les entreprises qui la composent. Et donc, là, il y a et d'où, donc, enfin, voilà ce que je peux répondre là-dessus, j'essaye de faire court. Hein. La formation, c'est le bras armé de nos pratiques syndicales. Et on travaille beaucoup dessus. On outille au maximum nos militants, et pas que sur les sujets de transition écologique, hein, sur les sujets justement d'apprendre à lire un bilan économique. Aujourd'hui, les mandats d'élus dans les CSE, ils deviennent de plus en plus complexes, extrêmement exigeants, surtout dans des entreprises qui sont devenues des multinationales. Donc, on les forme, mais il faudrait les former encore plus vite. Sur les métiers qui doivent disparaître, alors disparaître, je n'aime pas en parler comme ça, il y en a sûrement qui vont disparaître. En tout cas, on est dans la transformation des métiers. Parce qu'il y a une étude du Shift Project qui dit qu'à terme, normalement, c'est plus 300 000 emplois. La question, c'est comment on y arrive. Parce que croire que parce qu'il y a plus 300 000 emplois, ça va se faire en un coup de cuillère à peau. C'est absolument pas ça. Il y a des problèmes de mobilité à gérer, de gestion des compétences. Et quand on parle de gestion des compétences, ce n'est pas forcément former que les plus jeunes, c'est former tous les travailleurs et les travailleuses. Et donc là, il y a des vrais enjeux. Un exemple, puisque tu en as demandé un, c'est la filière auto. Aujourd'hui, il y a un rapport qui a été mené par FNH et la CFDT sur la filière auto, où on se rend compte qu'en fait, justement, il n'y a pas eu assez d'anticipation sur la fin des moteurs thermiques. Aujourd'hui, qui est en train d'en payer les conséquences? C'est la sous-traitance. Donc, anticipation, c'est les métiers, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Ça va se passer dans les entreprises, beaucoup dans les branches, dans les bassins d'emploi aussi, où il va falloir réfléchir, d'où la nécessité du dialogue social territorial. Enfin, voilà, je reboucle un peu avec tout ce que j'ai dit. Et puis évidemment, on essaye aussi d'attirer les jeunes, et on pense que sur ce sujet des transitions écologiques, c'est un levier aussi pour attirer des plus jeunes. Parce que le renouvellement générationnel des syndicats est un vrai sujet, on ne va pas se mentir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Merci. Et sur la fin, moi je pense que c'est avec la co-construction et la participation de tous, c'est la base de l'acceptation sociale dont on a besoin si on veut mener à bien ces transformations. Merci beaucoup. Caroline. C'est difficile de terminer puisque tout ce que je voulais dire a été dit. Il est clair que face à des lobbyings industriels, agricoles, comme vous, ça sera très compliqué de lutter par une poignée de personnes. Et ça rejoint l'idée, faut-il des aides financières aussi pour que les plus petits agriculteurs puissent finalement aller dans l'agriculture biologique. Tout ça, en fait, c'est une question de règles du jeu et il faut les changer. Ce n'est pas forcément une poignée de personnes qui va pouvoir changer ces règles du jeu-là face à des lobbyings européens, internationaux. Et ces règles du jeu, elles posent donc la question de la norme. Quelle est la place de la norme dans tout ça, en fait? Et je pense que un certain nombre d'outils juridiques, de dispositifs à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale doivent être considérablement renforcés. Et les syndicats peuvent y participer parce que, je rejoins ce que vous venez de dire, les syndicats n'ont pas qu'un rôle uniquement dans l'entreprise, mais ils ont un rôle on va dire, pour faire impulser les politiques. Ils ont un rôle politique, pas de parti politique, hein, mais dans le sens qu'ils participent à l'élaboration du socle normatif en France, mais aussi en Europe. La Confédération européenne syndicale a son rôle à jouer, puisque sur le problème de l'agriculture, c'est avant tout quand même lié aux politiques européennes. Donc, il y a des instances syndicales au niveau européen qu'il faut actionner. Vous disiez que les syndicats faisaient partie en effet d'instances institutionnelles comme le CESE, l'OIT. L'OIT, il y a les organisations syndicales, c'est un organisme tripartite, hein, l'OIT.
Et il faut que les syndicats, en effet, agissent au niveau de ces grandes instances internationales et européennes pour faire évoluer le socle normatif qui me semble, face à ces lobbying, largement insuffisant. Les syndicats, ils ont aussi un rôle judiciaire parce qu'ils ont la possibilité d'agir en justice et ils ont une capacité d'influence vis-à-vis des décisions qui peuvent être rendues. On en a vu des actions en justice menées par des syndicats pour suspendre l'activité polluante de l'entreprise, même si en effet ça a pu mettre en péril temporairement les emplois. Et ça, il ne faut pas non plus nier cette force judiciaire que peuvent avoir les organisations syndicales. Sur les PME, le dialogue social, comment faire? Moi, je dirais que le plus gros problème, c'est dans les TPE. Parce que pour le coup, dans les TPE, il n'y a même pas d'instance représentative. Alors, on peut toujours espérer que le dialogue professionnel promu dans l'ANI de 2023 puisse se mettre en place avec une expression directe avec les salariés. Oui, on peut l'espérer. Bon, c'est un espoir. L'espoir fait vivre. Et c'est la raison pour laquelle il faut se tourner vers d'autres instances paritaires qui peuvent orienter les actions dans les petites entreprises ou dans les moyennes entreprises, les branches professionnelles. Je pense que les branches, elles ne se sont pas suffisamment investies jusque-là sur les questions environnementales. Or, c'est par secteur professionnel qu'il faut aussi réfléchir parce que les problématiques de l'automobile ne sont pas les mêmes que celles de la papeterie ou que celles de la chimie ou du secteur aérien. Et donc, il faut vraiment se mettre à réfléchir au niveau des branches professionnelles. Et les branches professionnelles, elles s'adressent aux petites, aux moyennes, aux grandes entreprises. Mais aussi pour les toutes petites entreprises, et, on ne l'a pas dit, mais il y a les commissions paritaires régionales. Hein, alors, par exemple, dans l'artisanat, il y a la CPRIA. Et là aussi, il faut qu'elles s'y mettent sérieusement parce qu'elles ne s'y sont pas mises. La réalité, c'est ça. Hein. C'est pour l'instant, elles ne s'y sont pas mises. Et elles peuvent être force d'impulsion. Force d'impulsion, et là, je reviendrai sur notamment les reconversions professionnelles, l'adaptation des compétences qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des usines qui vont peut-être fermer en raison du secteur d'activité et il faut se mettre aussi à la place des salariés qui ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Vous êtes un normal sup et je me fais guère de soucis pour votre avenir professionnel, mais je me fais beaucoup plus de soucis pour le milieu des ouvriers qui aujourd'hui sont à l'intérieur de certaines entreprises et qui ne peuvent pas y partir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas y partir, c'est qu'à la fin du mois, eux, ils ont besoin d'avoir une rémunération pour nourrir leur famille et donc ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain. Et les reconversions professionnelles ou les bifurcations professionnelles, elles se voient, mais elles se voient surtout dans le milieu des diplômés. D'accord ? Peu d'ouvriers quittent du jour au lendemain leur entreprise et beaucoup d'entre eux se battent pour que leur entreprise ne ferme pas parce qu'ils sont attachés à leur usine. Leur usine, c'est leur deuxième famille et qu'ils sont attachés à leur emploi, mais pas tant au secteur d'activité, mais à leur emploi parce qu'il y a la question de la fin du mois. Et ces salariés, il faut les accompagner impérativement, mais dès maintenant, à l'intérieur des structures. Il faut les accompagner pour qu'ils prennent conscience des enjeux écologiques parce qu'il faut se le dire quand même, il y a des tas de personnes qui n'ont pas cette conscience-là. Quand ça fait 30 ans que vous travaillez dans une usine industrielle, d'accord, même dans la pétrochimie, vous êtes attaché à votre métier. Hein. Regardez l'usine de Gardanne. Hein, tout le monde a entendu parler de la fermeture de l'usine de Gardanne. Je suis allée sur le site de l'usine, j'ai interrogé des salariés, j'ai rencontré des grévistes. Ils ont fait grève pendant des mois et des mois parce qu'ils étaient attachés à leur usine. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut accompagner les salariés dans cette prise de conscience écologique. Et dès aujourd'hui, il faut négocier, puisqu'il faut dire, oui, il faut adapter les compétences. Mais enfin, bon, c'est bien beau de dire adapter les compétences, mais comment on fait ? Il faut négocier des accords GPEC, quoi. D'accord ? La gestion des emplois et des compétences, les plans de compétences dans les entreprises, c'est quelque chose qui me paraît indispensable d'investir, qui fait partie
Alors, uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés, des négociations obligatoires. Malheureusement, ça devrait être obligatoire dans beaucoup plus d'entreprises. Et on ne devrait pas avoir des accords GPEC où dedans, il y a une simple sensibilisation. Moi, j'ai pu lire des accords puisque on a rendu avec une équipe de recherche un rapport sur les clauses vertes dans les accords d'entreprise. J'ai pu lire des accords GPEC où on sensibilisait à peine les salariés, où on mettait en place le télétravail. Mais enfin, qu'est-ce que le télétravail fait dans un accord GPEC? Et donc, je pense qu'il y a un vrai boulot énorme de formation et des élus dans les entreprises et des adhérents syndicaux et des délégués syndicaux pour qu'ils puissent s'imprégner de manière approfondie de ces différentes problématiques, de manière à faire vivre la négociation collective, de lancer des conflits quand il le faut, d'accord, parce que c'est aussi des fois par le conflit qu'on arrive à résoudre certaines choses et qu'on fait avancer certaines choses. Et donc, ce sera par le biais, en effet, de la formation on va dire, des adhérents et des militants syndicaux. Voilà. Merci beaucoup. Je vais quand même dire un mot de conclusion, moi aussi. Je voudrais dire un mot sur le choix professionnel d'un vieux schnock que je suis, donner mon avis personnel. Je pense que d'abord, le choix doit se faire, on doit être bien dans l'activité professionnelle qu'on fait et dans l'activité militante, syndicale, associative qu'on fait. C'est le premier critère. Parce que si on n'est pas bien, on n'est pas efficace. Donc, il faut qu'on soit bien. Et la deuxième chose, par contre, que je dirais, c'est qu'il faut essayer, me semble-t-il, d'être toujours en direction de peser sur les choix collectifs. Et ça veut dire, par exemple, je donne 2 exemples, simplement de partir à titre individuel dans une activité externe, ce n'est pas vraiment penser le choix collectif. De la même façon, on n'est pas vraiment penser le choix collectif, aller dans une entreprise très polluante et, par exemple, ne pas se syndiquer. Donc voilà, je dirais que le choix vraiment est un choix personnel, mais je pense que ce choix je pense que si déjà vous pouviez vous dire, de toute façon, quel que soit mon choix, je garderai cette idée que j'ai envie de peser collectivement dans ce sens-là. Et à ce moment-là, je pense que chacun pourra trouver une bonne voie à partir de ça. Voilà, et il me reste évidemment à vous remercier tous de votre présence ici, à remercier Ecocampus, notre partenaire sur ces initiatives, à vous donner rendez-vous à la prochaine controverse qui aura lieu sans doute en février, fin janvier ou en février, ici même, et enfin à remercier tous nos intervenantes et nos intervenants. Je pense que le débat était assez passionnant, enfin, moi j'ai trouvé, assez riche et passionnant. Et donc, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir consacré une partie de votre soirée à ce débat. Et bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci, je crois qu'on peut les applaudir.